Il y a un président de club, quand j'ai repris le club, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Bienvenue chez les fous ». Tous les vendredis, tous les samedis, t'es jugé. C'est-à-dire que tu peux bosser très bien ton marketing, tu peux bosser parfaitement tes finances, tu peux travailler tes partenaires, mais le week-end, si ton équipe fait de la merde, bah on considère que t'es nul. Et c'est là où c'est complètement fou, c'est que si tes résultats sont bons, t'es porté au nu, s'ils sont nuls, t'es la pire des merdes. J'essaie de leur dire que d'avoir moins n'empêche pas d'avoir des rêves fous, n'empêche pas de vouloir aller plus haut, n'empêche pas de construire, et il faut être plus malin. Il y a Eventbrite qui nous regarde, ah bah moi je suis intéressé pour vous racheter, Vivendi est intéressé pour nous racheter avec Digitic, Lagardère qui avait racheté Billet Réduc est intéressé pour nous racheter, si je vends, je perds une forme de liberté, et qu'est-ce que j'ai en échange? J'ai de l'argent. Et là, t'es humain et tu dis, bah, qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent? Et c'est une autre forme de liberté aussi, de te dire, tu te sécurises patrimonialement. Et donc, je me mets à regarder sur belledemeure.com les apparts à Paris, et quand tu fais ça, t'as déjà vendu. J'ai trouvé ça dur quand même, moi, la partie 0 à, on va dire, 8-9 mois, tu vois, le moment où il commence à se mettre à 4 pattes. C'est pas le plus fun. Enfin, Ouais. je crois que c'est un peu classique chez les mecs, mais c'est vrai que le côté pas d'interaction et ce petit être qui sait réagir que par des cris, je trouvais ça assez difficile. Ouais, c'était un peu sport. Ouais. Et en plus, moi, les deux sont rapprochés, ils ont 1 an et demi d'écart. Donc, il y a eu un moment où les deux avaient des couches. Ouais, ça, c'est. Ça, c'est sport. Ouais, mais au moins, tu le fais pendant 6 mois, 1 an, et après, t'es peinard. Bah écoute, c'est ce qui va m'arriver là. Donc, Ah, c'est tout le cool. monde m'a prévenu qu'apparemment, ça allait être Armageddon. Donc, bon, bah écoute, je vais te présenter, mon cher Et Pierre-Henri. bah, go, vas-y. Alors, ma petite intro LinkedIn-like, on va dire. Donc, en 2007, Pierre-Henri Deballon, je vais citer ton nom quand même, et Sébastien Tonglet, ton associé, démissionnent de leur premier job donc, pour créer leur startup Bootstrap de billetterie en ligne. Et en 2025, c'est devenu With Event, un géant mondial de la billetterie à plus de 400 millions de chiffre d'affaires. Alors qu'en 2010, je me suis noté que votre chiffre d'affaires plafonnait à 30 000 euros. Alors que ça faisait déjà 3 ans que la boîte avait été lancée, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Donc on va parler de ces petites années de galère. Mais vous avez continué à bosser d'arrache-pied, vous avez atteint la rentabilité en 2012, donc 5 ans après. Vous avez tout réinvesti dans votre produit et vous avez quand même, à un moment donné, levé 1 million d'euros que vous n'avez jamais réussi à dépenser. Ouais, exactement. Donc on va comprendre pourquoi finalement, quelle mouche t'a piqué pour faire ça. Pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons, ok. En 2014, vous avez fait rentrer vente privée, VP, au capital, qui montrait jusqu'à 60%, donc la majorité. Ouais. Notamment pour vous sécuriser financièrement, hein, le fameux cash out. Et puis vous avez assez mal vécu le fait d'avoir perdu le contrôle. Alors vous avez fait un petit peu comme si de rien n'était. Vous avez continué à faire des acquisitions en douce, à garder les commandes, etc. Et jusqu'en 2020, où pendant le Covid, justement, je pense que tous vos concurrents étaient en difficulté, mais vous aviez le vent en poupe. Vous aussi? Ouais, c'était dur. Ah, c'était dur. On s'est occupé, on va dire. Vous êtes occupé, d'accord. Ouais. Mais du coup, vous avez fait le casse du siècle. Vous êtes endetté, vous avez racheté 100% du capital à vente privée. Donc vous êtes fait... ça, c'est quand même rare. C'est... se faire acheter et racheter la personne, c'est quand même très rare. Vous avez attaqué l'étranger après 15 ans d'existence. Et puis vous avez racheté vos concurrents qui avaient levé 10 millions. Ouais. Donc voilà, donc en 2025, c'est un leader européen de la billetterie en ligne avec 260 salariés dans 8 pays, à peu près 20% de croissance rentable. Et puis surtout 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc 2 histoires d'entrepreneurs épris de liberté et de résilience qui construisent avec patience. Donc les thèmes que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui dans À poil et sans filet, c'est justement cette question de la résilience. Comment est-ce qu'on tient déjà au début pendant 5 ans je ne sais pas si vous n'êtes pas rémunéré ou vous n'êtes pas rémunéré. On se paye au SMIC. Au SMIC. En gros, il fallait qu'on se paye 1 500 euros qui servait juste à payer le loyer et puis à se nourrir, on va dire. Et comme on faisait que bosser, on dépensait rien. Donc c'était un deal qu'on avait tous les deux, de se dire, tous les 3, parce qu'au début on était 3 même, de se dire en fait il faut qu'on ait chacun 1 500 euros par mois, comme ça on peut continuer. Mais c'était relativement facile parce qu'on était étudiants en fait. Donc on venait d'être étudiant, en fait on n'avait pas besoin d'argent, on n'avait pas de prêt immobilier, on n'avait pas de prêt pour notre voiture, on n'avait pas de famille, on partait pas en vacances, donc notre seul sujet c'était bosser et pouvoir se loger et manger. Ok, ça facilite les décisions en effet. C'était plus facile, ouais. Ok, donc on va parler de ça, on va parler aussi du choix radical, j'aurais envie de dire jusque boutiste, du bootstrap et de l'indépendance. Parce que bon,
lever de l'argent, se faire racheter, puis après tout racheter pour continuer cette aventure. Après, ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait 2008, ça va faire 18 ans. 18 ans, donc Ouais. c'est quand même assez fou. De votre revanche à l'international, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez fini par racheter les concurrents qui avaient tous levé des millions? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et puis comment ça se passe, ce genre d'aventure? Et enfin, on va parler de quelque chose d'assez original, les rêves fous dans la vie. Et notamment, toi, c'était de racheter un club de foot. Donc, tu l'as fait avec le FC Dijon, Oui, c'est ça. qui est en national aujourd'hui, c'est ça? On est en national, ouais, 3e division. Troisième Ouais. division. Donc, qui est à peu près l'opposé du bootstrap, hein, le Ah club bah, de foot. ce que je disais tout à l'heure, c'est le footstrap, c'est l'inverse. Tu dépenses l'argent que t'as pas. Donc, on va parler de ça aussi. Ok, ça te va comme programme? Ouais, c'est parfait, c'est cool. Bon, génial. Écoute, ma première question, comme tous les épisodes, c'est quand la dernière fois, Pierre-Henri, que tu t'es senti à poil et sans filet? Bah, tu vois, c'est avec le club de foot. Parce que trajectoire complètement différente de WizEvent. WizEvent est en pleine croissance, le club de foot est en pleine décroissance, le monde du foot est en pleine décroissance, il est en train d'exploser. Français, ouais, et puis peut-être même un peu international aussi, c'est-à-dire que les droits télé sont arrivés à une sorte de plafond, à part certains pays comme l'Angleterre, mais il y a une vraie remise en cause du modèle autour du foot. Et puis, pourquoi je me suis senti à poil? Parce que ce que j'ai fait sur WizEvent, c'est que j'ai essayé de gagner 1 euro pour dépenser 1 euro. Et là, j'arrive dans un univers où, quand tu gagnes 1 euro, tu dépenses 2 euros. Et c'est flippant, en fait. Parce que, en fait, quand tu fais ça, t'as pas le contrôle et t'es pas libre. Et tout à l'heure, tu parlais de liberté, tu parlais de contrôle, tu parlais de... Et moi, ce qui m'anime, en tout cas, ce dont j'ai besoin, c'est... je suis pris de liberté, et la liberté, tu l'as quand tu as le contrôle sur ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai peur en avion, parce que je conduis pas. Je pilote pas l'avion, j'ai besoin de contrôler. Et là, je sens que c'est quelque chose que je contrôle pas bien, et donc c'est un peu flippant, parce que j'essaie d'apporter cette vision bootstrap dont on va parler de WizEvent, qui est... parce que souvent, bootstrap, il y a un peu le côté bricoleur et tout, mais c'est pas que le côté... comment dire, bricolage avec le côté un peu négatif du terme, c'est le côté malin que j'aime bien, c'est le côté respectueux de l'argent aussi, de dire en fait l'argent il est quand même compliqué à gagner, quand tu factures un client cet argent il faut bien le dépenser, et pourquoi tu le fais pour être libre, donc il faut pas se planter de comment tu dépenses ton argent pour garder cette liberté. Et cette vision que j'ai de l'arrivée là dans un monde complètement fou qui est le monde du foot, tu vois, il y a un président de club quand j'ai repris le club qui m'a envoyé un message et qui m'a dit bienvenue chez les fous. Mais en fait, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est un monde un peu paranormal quand tu le compares au monde économique que je connais et à cette vision que j'avais de WizEvent. Et donc là, ouais, je me suis senti, et je me le sens encore un peu à risque, pas en contrôle complet. J'essaie d'appliquer petit à petit ce que je connaissais de WizEvent et puis ma façon de faire. Mais tu sens que tu te heurtes à un monde qui a été habitué à l'argent magique, qui est l'argent magique. Alors, il n'y a pas de levée de fonds dans le foot, mais c'est l'argent magique des investisseurs. C'est souvent une danseuse pour eux, soit parce que c'est pour créer du soft power, le Qatar, donc un pays, soit parce que pour des entrepreneurs locaux, c'est une façon d'avoir une forme de visibilité, de fierté, ouais. exactement. Ou comme moi, parce qu'ils sont passionnés de foot et qu'ils ont envie de revivre des émotions qu'ils ont connues, que j'ai connues moi quand j'étais sportif, à un plus petit niveau. Mais ce côté, l'émotion dans le vestiaire, la pression avant le match, les émotions du sport. Et donc, tu as cet argent magique des investisseurs, l'argent magique des droits télé, qui était en croissance de ouf et qui ont fait qu'à un moment donné, les clubs ont commencé à dépenser de plus en plus en transferts, en infrastructures et tout. Et puis, le troisième argent magique, c'est ces fameux transferts de joueurs où, parce que tu vas former un jeune joueur, tu vas le vendre très cher, ça permet de faire fonctionner ton club. Mais les transferts sont relativement liés en fait aux droits télé. C'est-à-dire que c'est les droits télé qui, en explosant, ont développé ce marché des transferts. Et aujourd'hui, les droits télé sont en berne. Du coup, il y a de moins en moins de transferts. Et donc, ce qui reste, c'est les actionnaires. Donc oui, il y a une part avouée pour moi, que je suis pas là pour gagner de l'argent, mais qui est une part avouée de me dire je viens m'acheter une part de rêve et d'émotion. Et c'est une danseuse. Sauf qu'aujourd'hui, le club de foot que j'ai repris, c'est pas une danseuse, c'est un cabaret. C'est-à-dire que, je vais te donner les chiffres, tu vas tomber de ta chaise. Quand j'ai repris le club avait 18 millions de dettes et perd 7 millions par an. Donc là, tu te dis, mais à quel moment tu vas te foutre là-dedans? Donc c'est une question que je me pose, donc c'est pour ça que je suis à poil et sans filet. Et pourquoi je l'ai repris? Parce que je me suis dit que je pouvais faire mieux, différemment, que j'allais remettre les choses au carré, qu'il y avait un modèle qui pouvait tenir et tout. Donc petit à petit, je suis en train de le faire. Donc là, tu vas passer le déficit de 7 à 5 millions. Il faut qu'on remonte dans deuxième division. Parce qu'en fait, tout l'argent
La seule façon de gagner de l'argent, c'est de monter en ligue, en fait. C'est de remonter parce que tu vas attirer des partenaires plus gros, parce que tu vas pouvoir faire des transferts plus élevés, parce que tu as des droits télé qui sont aussi plus importants, parce que donc c'est un espèce de mécanisme vertueux, mais qui est aussi un mécanisme vicieux, un cercle vicieux dès que tu descends, parce que tu perds tes partenaires, tu perds tes droits télé, tu n'as plus de transferts, mais tu as des masses salariales qui sont toujours là, parce que les joueurs, eux, te disent pas, bon, on a un niveau plus bas, je baisse mon salaire. Donc si tu veux, c'est une économie qui est assez complexe. Donc là, j'ai commencé à désendetter le club en revendant de l'immobilier qui appartenait au club. Et puis à restructurer, à reposer des questions. Tu vois, on a une équipe féminine aussi qui perd de l'argent. On a une équipe masculine qui perd de l'argent. On a des centres de formation qui perdent de l'argent. Donc, donc je suis en train, en fait, et c'est là où c'est complètement fou, c'est que j'ai WizEvent en pleine croissance, où j'ai des problèmes de riches, on va dire, qui sont comment j'attire de nouveaux talents, comment je rachète des concurrents, quels concurrents je rachète, est-ce qu'on ouvre tel pays ou pas. Et de l'autre côté, j'ai ce club de foot, c'est est-ce qu'on va devoir faire de nouveau des licenciements économiques, ce qu'on a fait, comment je réduis la voilure. Tu vois, hier, j'avais un échange avec un membre du staff où je lui demandais, tu vas devoir baisser ton salaire l'an prochain. Il était en CDD, donc on lui propose un nouveau CDD moins bien payé, alors qu'on est content de lui. Enfin, tu vois, donc des trucs complètement fous, quoi. C'est-à-dire que... mais c'est passionnant intellectuellement parce que je découvre un nouveau truc et que j'essaie aussi d'apporter ce que j'ai su faire. Et d'ailleurs, je m'en sers souvent. Je leur dis, j'ai créé une boîte qui aujourd'hui est plus valorisée. Mon concurrent américain, il a levé 1,4 milliard, Even Ton Bright, concurrent sur WizEvent, sur ouais, WizEvent. ouais, ouais. Il a levé 1,4 milliard. Nous, on a levé 1 million d'euros. Et aujourd'hui, notre valorisation est plus élevée que la leur. Et donc, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup avec peu. Et ça, j'essaie de le dire au club. J'essaie de leur dire, mais en fait, je l'ai fait avec WizEvent. Je ne sais pas si je pourrais le faire dans le sport, parce que dans le sport, il y a une dimension supplémentaire qui est différente, que je maîtrise moins, qui est l'aléa sportif. Mais j'essaie de leur dire que d'avoir moins n'empêche pas d'avoir des rêves fous, n'empêche pas de vouloir aller plus haut, n'empêche pas de construire, et il faut être plus malin. Et je trouve ça plus, et intellectuellement, c'est 100 fois plus intéressant. C'est-à-dire que là, demain, tu me dirais, bah voilà, tu as 300 millions pour le club. Ah, bon, ok, c'est facile, je vais recruter les meilleurs joueurs, je vais recruter, et puis on va monter, comme le PSG l'a fait, en fait, par un afflux massif de capitaux. Et moi, je trouve ça moins intéressant intellectuellement, moins marrant, et puis moins pur, tu vois, j'aime bien... je fais pas d'escalade, mais je suis fasciné par les mecs qui font l'Everest, toutes ces ascensions un peu mythiques. Donc j'ai vu plein de reportages, j'ai lu plein de bouquins. Et tu as deux façons de le faire. Tu as la façon, bah voilà, tu viens avec des Sherpas encadrés, où tu as des mecs qui portent pour toi des tentes à 3000 mètres, 4000 mètres, puis tu as un camp de base, et puis tu as des mecs qui le font un peu à l'ancienne, entre guillemets, mais qui le font sans bouteille, et en version un peu pure. Et je trouve ça tellement plus beau et plus intéressant intellectuellement que c'est ce qui m'amuse. Et là, pour le coup, je fais mon Everest avec le club de foot en essayant de ramener un peu de rationnel et dedans. Et ce qui est dur, c'est que on est dans une société d'immédiateté où les gens veulent de l'immédiat tout de suite, où on a tous enfin tous, peut-être pas tous, mais on a tendance à tous aller vers des positions très tranchées, c'est blanc, c'est noir, perdre un peu de, j'ai envie de dire, de finesse et vouloir tout de suite les résultats, les réponses, les informations, consommer tout de suite, on va être livré en 1 heure et tout. Et quand tu reprends un club, il y a une impatience de dingue, parce que c'est un club qui était en première division, qui est descendu en deuxième division, puis en troisième division. Toi, tu l'as racheté à quel moment? Cet été, l'été dernier. Et donc, il était déjà en troisième Il était division. déjà en troisième division. Donc, entre guillemets, il était en solde. Il était en sol, ouais, et puis mais en fait ça vaut rien, un club de foot. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait en reprenant le club, c'était déjà beau. C'est-à-dire que on aurait, théoriquement, si c'était une entreprise, que tu allais la racheter au tribunal de commerce, on devrait te donner de l'argent pour que tu la reprennes. Ouais, parce Ça que t'as a tellement de dettes et tellement de ça passifs que... ça a aucun sens. Économiquement, ça a aucun sens. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je cherche autre chose, parce que je veux m'amuser, parce que j'ai la capacité de le faire, et puis parce que... Et puis tu parlais tout à l'heure de rapport à l'argent, j'ai toujours considéré que l'argent servait à faire des choses. Et avoir de l'argent sur un compte bancaire et pouvoir dire, bah tiens, voilà, j'ai plein de zéros, et puis là, les marchés sont hauts, donc j'ai encore plus de zéros, ça rend pas heureux, quoi. Et en fait, j'ai la conscience que l'argent peut libérer, et tu vois, cette notion de liberté, elle est aussi liée à l'argent, c'est-à-dire que pour moi, l'argent, il est important pour être libre, il n'est pas important comme c'est pas un objectif de vie, c'est-à-dire que c'est pas oui, d'être libre, c'est un objectif de vie, mais par contre, de gagner plus d'argent, d'avoir plus d'argent, de montrer que j'ai une plus grosse voiture, de montrer que et ça, mis en parallèle d'un deuxième point pour moi qui est essentiel, c'est que je pense, et je crois que j'ai une conscience très élevée du fait que la vie est courte. Alors, pas parce que j'ai eu des drames dans ma vie, mais je sais pas, enfin, tu vois, mes deux grands-pères sont morts assez jeunes, donc peut-être que
peut-être que ça a infusé. Tu vois, je m'appelle Pierre-Henri, c'est le prénom de mes deux grands-pères, qui étaient décédés quand je suis né. Et donc je pense que peut-être que sans m'en rendre compte, mes parents m'ont inculqué ça parce que eux-mêmes l'ont vécu. Et donc le fait d'avoir la conscience que c'est assez court et que l'argent peut libérer et que j'ai la chance d'avoir réussi avec WizEvent et que du coup j'ai de l'argent, bah, j'essaie d'en faire des choses. J'adore. Alors écoute, alors là, tu m'as déroulé un fil. D'habitude, tu sais, il faut que je creuse un petit peu quand même pour récupérer des informations. Là, toi, tu m'as Bon, déjà... bah c'est fini. Ouais, Salut, c'est ça, Mathieu. merci, c'était très cool. Hein. Tu peux nous dire combien c'était le rachat du club de Ouais, foot j'ai racheté le capital social, donc 2,3 millions. avec tes deniers personnels? Avec mes deux, ouais, c'est Ouais. vraiment en perso. C'est pas WizEvent qui a acheté ça en perso. Et cet argent, je l'ai eu en faisant l'opération avec vente privée, en partie. Et puis, on a fait rentrer un fonds de capital risque, enfin pas de capital risque, un fonds de private equity en juillet 2023 qui s'appelle Naxicap, à qui on a vendu une part du capital de WizEvent, ce qui nous a permis d'encore sécuriser tout en restant au contrôle et aux commandes de Wiz. Et donc oui, j'ai racheté ces 2,3 millions. J'ai fait un apport en compte courant aussi parce que il fallait, quand je suis arrivé, il y avait 40 000 euros de trésorerie, 160 salariés. Donc la première paye, tu peux pas. Ah oui, donc tu as dû Ouais. réinjecter Donc j'ai plusieurs tout de suite millions pour, réinjecté et tout. Et, en trésor, ouais. et j'ai prévu d'investir sur 3 ans suffisamment pour que le club puisse tenir en fait. Mais donc oui, ouais, c'est un choix perso, quoi. C'est-à-dire que tu te dis à un moment donné, et j'essaie de le dire à des gens parce que en fait, ce choix, quand tu le fais, les gens croient que c'est l'argent de WizEvent. Non, c'est mon argent perso. Donc, c'est à un moment donné, c'est toi qui viens mettre de l'argent dans un projet. Donc, quand je dis aux gens, il faut baisser la voilure, ils ont du mal à comprendre. Je dis, mais je leur dis, qui paye à la fin? Et très bien, bah, c'est vous, président. Oui, bah, et tu comprends bien que t'as pas envie de payer, de dépenser autant d'argent. Donc non, c'est beaucoup d'argent. J'ai la chance de pouvoir le faire, mais c'est aussi une façon de rendre à Dijon, parce que je suis Dijonnais, je suis né à Dijon, la ville de Dijon m'a aidé quand j'ai lancé un événement qui a été le prémisse de WizEvent, et je suis convaincu aussi qu'un club a un rôle social important. Il y a des gens pour qui c'est la seule sortie. Ils pensent qu'à ça toute la semaine, c'est leur passion, soit parce que le foot, soit parce que le club, mais c'est une Madeleine de Proust pour certains qui ont été avec leurs grands-parents, qui sont peut-être décédés depuis, qui ont emmené leurs enfants dedans, qui ont vécu les émotions. Et ça a un rôle social parce que c'est un endroit où le foot est décrié pour plein de raisons, et à juste titre, parce qu'il y a de la violence dans le foot, parce que parfois il y a du racisme, mais malgré tout, c'est encore un endroit dans lequel tu as une forme de mixité, tu peux te retrouver autour de valeurs, tu peux te retrouver, prendre du plaisir, et donc ça a un certain rôle social en fait. Et donc en le faisant, j'ai l'impression de payer mon impôt social, qui est de dire, bah oui, j'ai la chance d'avoir bien réussi, je me fais plaisir, j'essaye, c'est le but, c'est pour ça que je veux le faire, c'est très égoïste, me faire plaisir, parce que voilà, je suis comme tout le monde, j'ai des envies perso, mais j'ai envie de donner du plaisir aux gens. Ouais, donc c'est prendre et puis rendre aussi. Exactement. Ok. Et tu te vois comme un peu le nouveau Jean-Michel Aulas Non. dijonnais? Non, alors que je l'admire. Hein. Que c'est pas, tu vois, c'est Ouais. Jean-Michel Aulas, c'est à Lyon, expert. Alors oui, c'était une boîte C'est d'expertise Gilles, comptable. Hein. énorme C'est boîte, Gilles, voilà, c'est donc Gilles, qui est énorme boîte monstrueux. logicielle. Et donc il a fait c'est un parcours assez proche, tu vois, Ouais. un enfant de Lyon. Ouais, il y a pas mal de qui, parallélismes. Après, c'est une époque complètement différente. Le moment où il a fait et ce qu'il a fait est extraordinaire. Et Lyon est une ville aussi, une taille aussi qui est différente de celle de Dijon. Mais oui, par plein de raisons, il m'inspire. Puis par plein d'autres raisons, non. J'ai envie de faire différemment et j'ai envie de. Mais l'envie de redonner. De quoi tu serais le plus... Pardon, je t'interromps, mais de quoi tu serais le... Avec tout ce que tu m'as dit là, tu Ouais. vois, sur cette histoire de club de foot, pourquoi tu l'as fait, pour redonner à ta ville, de quoi tu serais le... De quoi tu serais le plus fier et quand est-ce que tu sauras que tu auras réussi avec un club de foot? Ah, quand il y aura des émotions. Quand on aura créé des émotions. Tu vois, on avait un match de la Coupe Gambardella, c'est les jeunes. C'est vraiment les moins de 18 ans, et donc c'est la plus belle compétition pour des jeunes, qui a été remportée par plein de joueurs illustres qui ont fait des belles carrières derrière. Et le club s'est qualifié pour la finale. Et on va jouer contre Rennes au Stade de France en ouverture de la Coupe de France. Et quand on a gagné la demi-finale, le terrain était envahi. Et le stade n'était pas plein, tu vois, c'est un stade de 18 000 personnes, on était 5 000, peut-être pas, même 4 000. Et le terrain était envahi avec des jeunes qui couraient dans tous les sens et tout. Bah, c'était génial. Et ça, c'est un début de réussite. Mais la vraie réussite, c'est quand vraiment il y aura un peu ce mouvement de foule le jour où on remonte en Ligue 2, le jour où on remonte en Ligue 1. Et puis mon rêve fou, c'est ce que je dis tout le temps, c'est j'aimerais bien apporter, ce qui n'a jamais été fait encore à Dijon, une Coupe d'Europe.
pas la coupe, mais participer déjà. Et puis pourquoi pas un jour la gagner. Mais Donc tu veux dire aller en Ligue Europa ouais, pourquoi pas. ou en Ligue des Champions si on est carrément Exactement. fou, quoi. C'est Ok. improbable parce que la ville n'est pas taillée pour, parce que le club n'est pas taillé pour, parce que j'ai pas les capitaux des clubs qui sont dans ces compétitions-là quand c'est les Qatar des pays, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est ça qui m'amuse en fait. C'est le côté rêve fou. Le slogan du PSG, c'est rêvons plus grand. Et moi je disais en rigolant, bah, nous, notre slogan, ce sera rêvons encore plus grand parce qu'il faut qu'on soit encore plus fou et qu'on rêve encore plus pour y arriver. Bah, tu Mais me diras, Leicester en Angleterre a bien réussi à ouais. gagner la première ligue. Et puis Brest, regarde Brest qui a fait un parcours en Ligue des Champions incroyable. Donc en fait, c'est ça qui est passionnant dans le sport, c'est que le sport, un peu comme la vie, s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand tu penses que t'es arrivé, en fait t'es pas arrivé, il y a toujours plus fort que toi. Et puis si t'es arrivé, il faut le reproduire, ce qui est le plus dur. Tu vois, les grands champions, les Federer, tous ces gens-là, c'est des mecs qui ont été capables de reproduire et de se remettre en question. C'est-à-dire que plein de gens, et moi le premier, j'aurais pu dire ça y est, je suis arrivé, et puis un peu baisser ma garde. Et en fait, c'est des gars qui se remettent tout de suite en cause et qui veulent continuer et persévérer dans les succès. Et à quel moment, à l'inverse, tu serais capable de dire là c'est trop, tu vois, Ouais. c'est stop. Est-ce que tu as déjà défini ça? Ouais, je l'ai défini. En fait, tu me disais tout à l'heure quel est le montant que j'ai apporté, donc je t'ai dit ce que j'avais mis en rachat. J'ai défini un montant que j'étais prêt à apporter en plus de ça, qui est 7 millions d'euros, donc ça fera 10 millions d'euros. Et je veux pas aller au-delà parce que je trouve que si c'est... En fait, sinon, ça s'arrête jamais. Tu sais, c'est un peu comme au poker. Tu dis, ok, j'ai mis ce montant-là, mais il faudrait peut-être que je remette encore. Et ça, je veux pas le faire. Et donc, cet argent, je peux le mettre. C'est une façon de rendre, de m'acheter un rêve aussi et de le jouer à fond. Je suis convaincu que ça peut marcher. Je suis convaincu qu'à terme, moi, l'idée, c'est que ce club, il redevienne bootstrap. C'est-à-dire que... Et en fait, bootstrap, c'est quoi? C'est rationnel. Qu'on gagne 1 euro, qu'on dépense 1 euro. Tiens, on a été un peu meilleur, on a un peu plus d'argent, ok, bah on investit là-dessus. Donc, c'est pas la logique. Souvent, on oppose bootstrap à radinisme. Tu vois, le côté. Et moi, je suis tout sauf radin. C'est-à-dire que quand je dis l'argent libère, bah, l'argent, il te libère, il te permet de faire des cadeaux à des gens, d'envie de leur faire plaisir, il te permet de te mettre dans des situations de confort, de liberté, de choisir ce que tu as envie de faire, de travailler là où tu as envie d'être. Et c'est pour ça que j'aime l'argent. Je suis pas du tout radin à compter, centimier, c'est pas mon truc. Mais cet argent me permet de faire ce truc-là. Mais je veux à un moment donné ne pas... Voilà, je l'ai fixé en me disant, bah si il faut remettre, ça sera trop. Par rapport à ce que j'ai pu réaliser avant, et puis parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que demain, mon objectif de vie, c'est pas de transmettre un patrimoine énorme à mes gamins. Mais quand même... Non, bah, à un moment donné, il y a une limite, quoi, tout Oui, et simplement. puis il y a une limite, puis un jour, j'ai pas envie de leur dire, bah en fait, papa, il a tout foutu dans un club de foot. Oui, Et il a j'ai pas voulu, envie de il a me voulu mettre en se faire plaisir. et j'ai pas envie de me c'est mettre la en limite. difficulté, j'ai pas envie de... Et ça montrera aussi que j'aurais pas réussi. Et je le dis souvent, peut-être que je vais pas y arriver. Et c'est pour ça que tu dis quand est-ce que tu t'es senti à poil et sans filet? Ben là, parce que je sens que, et je le dis souvent, il y a une chance sur deux que j'y arrive. Et moi qui aime bien contrôler, c'est une situation d'inconfort que j'ai été chercher. Tout à l'heure, tu disais pourquoi, quand tu as une belle boîte qui marche bien, tu viens chercher ce truc-là en parallèle de WizEvent et tout. J'avais besoin de me sentir à risque et de me dire, en fait, bah, c'est pas fini. Parce que WizEvent, je pense que en termes d'entrepreneuriat, j'ai pas envie de recréer une boîte demain. Je pense pas que je recréerai un truc aussi gros que WizEvent qui m'aura fait vivre autant d'émotions, autant de découvertes, autant de défis, autant de challenges. Et donc, partant de là, et puis j'en ai pas non plus comment dire, l'ego de me dire, tu sais, des fois, tu as des entrepreneurs qui disent, ouais, j'ai réussi une fois, je vais le refaire pour montrer que c'est vraiment moi qui suis plus malin. Je crois pas. Non, puis surtout, au bout d'un moment, ça devient un concours de quiquettes. C'est-à-dire qu'il y en a Ouais. plein comme ça. Et Ouais. ils ont déjà un succès, ils ont besoin du suivant pour Ouais. prouver aux gens que. Mais déjà, prouve-toi. Une fois que tu t'es prouvé des choses à toi-même, Et puis je c'est pense bien que ça déjà, peut... tu vois. Ouais. Super. Et puis tu vois, tiens, ça c'est intéressant. Pourquoi je me sens vraiment à poil et sans filet? WizEvent, c'est le succès de... On l'a monté à 3, aujourd'hui on est 2. C'est vraiment le succès de Sébastien, mon associé, et moi. Seul, bah, la boîte serait pas là où elle est aujourd'hui, ça aurait pas du tout la même gueule, peut-être que j'aurais certainement arrêté. Et là, dans le club, j'aurais voulu embarquer Seb avec moi, parce que j'adore bosser avec lui, et parce qu'il est brillant, et parce qu'il me rassure de ouf. Et là, je suis tout seul. Et cet équilibre que j'ai créé pendant 18 ans avec lui, de bosser à deux, de se challenger, quand lui il est moins bien, moi je suis mieux, et de le rassurer, de me rassurer quand c'est moi qui suis moins bien, quand c'est moi qui pète les plombs parce que j'ai l'impression que je suis le nouveau Bill Gates, bah lui il me fait atterrir. Quand je dis putain on va vautrer la boîte, il me dit mais non regarde il y a des trucs. Donc, et là je suis tout seul. Et donc tu sais c'est un peu le truc, le boys band qui est... et là je suis tout Et là, tu seul t'es lancé sur en scène avec solo- mon en micro. solo, ouais, Ah ouais. putain ça fait peur. Ouais, bien Ça sûr. fait peur, c'est dur, et t'es à poil pour le coup, parce que du coup, t'as aussi cette pression de te dire, Le succès comme l'échec repose que sur tes épaules. pas que sur moi, mais beaucoup plus. Et alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai trouvé un super DG avec qui j'ai une super relation.
Et Alors, est-ce que tu peux quand même un petit recul, parce que c'était ma question aussi, Oui, tu oui. vois, c'est quoi la différence sur le management et peut-être même la hiérarchie entre un club de foot et une entreprise? Tu vois, comment ça marche un club de foot sur le plan Ouais. ouais, du management, quoi, de l'autorité? Un petit instant dans votre épisode pour que je vous présente mon nouveau sponsor, Kite Connect. Alors, il y a des communautés d'entrepreneurs, de dirigeants qui se lancent à peu près tous les jours sur LinkedIn, mais celles qui durent depuis plus de 10 ans, comme le Kite Connect, c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce qu'il faut des gens qui incarnent ces projets-là. Je le sais, j'en ai monté un de club d'entrepreneurs. Laurent, c'est un des premiers qui a réuni des entrepreneurs, des dirigeants autour de sa passion, la voile, notamment le kitesurf, la wingfoil, mais aussi qui a permis aux entrepreneurs de mêler le business et l'émotionnel, le perso, comme on dit, avec des after-work, tout un tas d'événements autour de ces sessions de voile, où ils peuvent partager de leurs difficultés, leurs problèmes, leurs sujets brûlants et s'entraider. Et Laurent, c'est quelqu'un d'extrêmement fédérateur que je suis très heureux de compter parmi mes proches aujourd'hui. Donc je vous conseille vivement d'aller faire un tour du côté de ces événements de Kite Connect. Et si ça vous suffit pas, je peux vous donner d'ailleurs quelques chiffres clés sur cette communauté qui est assez incroyable. Donc 500 entrepreneurs membres actifs aujourd'hui, plus de 10 ans d'existence, plus de 50 événements par an, 300 chefs d'entreprise qui sont présents lors de leur événement phare qui s'appelle le B2B Kite Summit, voilà, pendant 4 jours. Il y a 250 millions d'euros de business qui a été généré entre les membres depuis 3 ans. Et puis surtout 1% du chiffre d'affaires reversé à des associations de protection de l'environnement, parce que c'est une cause qui tient à cœur à Laurent. Et puis dans le Kite Connect, voilà, 70% de fondateurs d'entreprises, 20% d'indépendants. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site kiteandconnect.com ou d'aller pinguer Laurent Witt sur LinkedIn. Donc Witt, c'est écrit HOUI. E. Et puis je mettrai évidemment son contact aussi en commentaire de l'épisode. Voilà, à bientôt. Alors, bon, tu vois, startup, comme on les connaît, très. Tu vois, WizEvent, je suis en open space, j'ai pas de bureau, je tutoie tout le monde, on m'appelle PH. Ça veut pas dire que quand il faut pas trancher et prendre des décisions, je les prends pas, mais en tout cas, management beaucoup plus, on va dire, moderne, entre guillemets. Club de foot, quand je suis arrivé, on m'a appelé président. Bonjour. Et on t'a vouvoyé. Et on m'a vouvoyé. Bonjour président, vous allez bien? Et aujourd'hui encore, les gens Et rien que ça m'a choqué. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dit attends, mais je suis pas président, je suis Pierre-Henri éventuellement, Monsieur de Ballon éventuellement. Je trouve ça un peu voilà. Et je suis surtout PH. Et en fait, j'ai senti que donc au début, j'ai essayé de demander aux gens non, mais appelez-moi PH. Et j'ai senti qu'en fait, je les perturbais plus que moi. C'est-à-dire que eux, ça les rassurait de dire dans un club de foot, l'entraîneur, tu l'appelles coach, et le président, tu l'appelles président. Ce qui n'est pas très innovant, mais en tout cas c'est comme ça. Et c'est très important, c'est statutaire. C'est-à-dire que tu vois, hier j'avais un échange avec cette personne du staff et il me répondait bonjour président, voilà. Enfin, tu vois, par écrit, mais si tu veux, il y a cette parce que c'est, je pense, historiquement des capitaines d'industrie, locaux ou nationaux, qui avaient peut-être certainement des costumes cravates à l'époque. Tu vois, là, c'est à l'époque avec son costume cravate et tout, et on voit des images d'archives, des tapis. Et donc, je pense qu'il y avait un peu ce... Et puis, c'est une sorte d'habillage. Donc ça, c'est un exemple tout bête, mais ça vient illustrer une réalité aussi de ce qu'est un club de foot, de comment t'es perçu, de comment c'est managé. Donc, c'est très vertical. Le président, son directeur général et tout. La deuxième différence, c'est que tu ajoutes une dimension qui n'existe pas, qui est la dimension sportive. C'est-à-dire que tous les vendredis, tous les samedis, t'es jugé. C'est-à-dire que tu peux bosser très bien ton marketing, tu peux bosser parfaitement tes finances, tu peux travailler tes partenaires, mais le week-end, si ton équipe fait de la merde, bah on considère que tu es nul. Voilà. Et donc, tu vois, on a eu un match cette année où, à la 28e minute, on perdait 5-0 contre Le Mans. C'est-à-dire que tu prends un but à la 3e, à la 8e, à la 12e, à la 18e, en gros, à chaque fois qu'il tire, il marque. Bah, toi, t'as juste envie de disparaître de ton siège parce que t'es dans le stade et que t'as honte, quoi. Et tu sais, mais t'es impuissant. Ah oui, et puis surtout, et du coup, t'as raison, c'est vrai que dans le foot, on associe vraiment même le président au résultat sportif, quoi. Mais bien sûr, c'est-à-dire que tu peux... une merde, quoi, sinon. Et exactement. Et c'est là où c'est complètement fou, c'est que si tes résultats sont bons, t'es porté au nu. S'ils sont nuls, t'es la pire des merdes. Exactement. Et ce que je m'évertue à faire aujourd'hui, c'est que je m'évertue... Et l'autre fois, je le disais à des supporters, j'ai fait une sorte un live Twitch, un stream avec plein de supporters, enfin une centaine, qui me posaient des questions. Et je leur disais, en fait... Un succès, mais ça ils ont du mal à l'entendre, un succès pour le Dijon, pour le DFCO, le club, ça serait que on soit un club de national, 3e division, mais dont l'avenir est assuré. Aujourd'hui, on est en 3e division, notre avenir n'est pas assuré. Et donc je leur dis, ma première mission, c'est de sauver le club.
quand tu dis ça à un supporter dont le seul rêve c'est de gagner une coupe ou de gagner un championnat, tu le fais pas rêver. Mais je leur dis que ça c'est le plus important parce que le drame, ça serait que le club disparaisse. Parce que tous les souvenirs dont je t'ai parlé, parce que les émotions, parce que tout ça serait rasé du jour au lendemain. Et aujourd'hui, j'ai racheté un club qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dettes. Non. Alors, oui, en partie, mais j'ai 100% du capital. Mais quand je dis il m'appartient pas, c'est que ça fait partie du patrimoine local. C'est qu'il a été créé avant moi c'est la réunion de 2 associations historiques. Ensuite, ça a été transformé en société, porté par un premier président, puis un second président, et moi je suis le 3e président. Et donc, si tu veux, il y a aussi une forme d'héritage. C'est-à-dire que je suis celui qui qui au moment où on se parle a mis le plus d'argent dans le club, personnellement, je pense. En tout cas, dans les années qui viennent, on aura mis le plus, et qui a la plus grande probabilité de le planter. Et mec, ça te met une pression de ouf, en fait. Tu te dis, attends, je suis celui qui met le plus d'argent là-dedans, je vais peut-être planter le club. Et en plus, quand tu viens modifier un fonctionnement de club, modifier les dépenses, modifier les habitudes, bah, t'es vu comme le père Fouettard. C'est clair. Et donc, c'est aussi un contexte qui est dur, c'est-à-dire que toi, t'as la conviction que si t'étais pas venu, le club serait potentiellement mort, donc tu l'as sauvé. Tu mets beaucoup d'argent perso, et donc c'est un arbitrage. Est-ce que je mets cet argent-là ou, je sais pas, dans des voyages, dans des baraques, dans des voitures, dans ce que les gens peuvent aimer. Donc tu as quand même cet arbitrage qui est fait à un moment donné. Et en plus, les gens en interne te le reprochent. C'est-à-dire les gens disent, ah mais j'ai même lu des commentaires, les gens disent, mais il fallait pas qu'il reprenne le club s'il a pas d'argent. Et bon, je m'en fous si tu veux, mais enfin je m'en fous oui et non, parce que pareil, ça aussi, c'est une autre dimension, c'est que tout est commenté. Donc si tu veux, les gens, tout le monde a un avis sur tout, sur le foot. Et sans avoir les tenants, les aboutissants. Pourquoi il n'a pas fait jouer tel joueur? Ce joueur, il est génial. Mais sauf qu'ils ne savent pas que le joueur, il s'est peut-être mal comporté dans la semaine et qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas envie de construire le futur. Et donc, si tu veux, c'est ce côté aussi qui est la dimension supplémentaire du sport, amène cette dimension publique, où en fait, tu deviens aussi un personnage public. Les gens se permettent de critiquer, dire des choses qui sont complètement folles. L'autre fois, on est en lice potentiellement pour remonter en Ligue 2. Donc chaque match est important. Parce que là, vous êtes combien en national? On est 4e. 4e. Ouais, donc vous n'êtes pas très loin. On n'est pas très loin. Les 3 premiers, les 2 premiers montent automatiquement et le 3e fait un barrage. Donc aujourd'hui, on a une chance potentiellement de faire ce barrage. Ça va être très dur, mais on va la jouer à fond. Il y a 4-5 matchs, on joue contre Rouen, on a un penalty, le joueur le rate. Et on fait match nul. Donc on perd 2 points. Ces 2 points-là, à la fin de la saison, je pense qu'ils vont coûter très cher. Le soir, c'est naturel, tu regardes les commentaires sur les réseaux et tout. T'as un supporter qui dit, comme le président ne veut pas qu'on remonte, je suis sûr qu'il a demandé aux joueurs de tirer à côté. Et toi, t'es là, tu dis, mais attends, comment un esprit normalement constitué peut penser une telle aberration? Parce que je mets toute mon énergie, beaucoup d'argent, de la passion, du stress, tu fais des sacrifices familiaux, parce que je veux dire, ma femme, quand je dis que j'ai acheté un club de foot, ça l'a pas fait rigoler, quoi. Parce que j'ai des gamins en bas âge, tu les vois moins parce que les matchs c'est les vendredis, donc je vais à Dijon voir les matchs, je reviens. Et quand tu lis ça, t'as envie de prendre le mec, t'as envie de lui mettre des tartes, t'as envie de lui dire, bien sûr. Et donc ça, c'est assez dur, et c'est humain en même temps, tu te dis, tout le monde me dit, lis pas les commentaires, mais en même temps, on est de cette génération qui est liée aux réseaux sociaux, et t'as quand même envie, t'es quand même curieux de savoir ce que pensent les gens, tu le regardes, et c'est une petite bouteille qui se remplit petit à petit, et ces commentaires un peu négatifs, par moment, tu vois, ça t'arrive en haut, et la bouteille, elle est pleine, quoi. Il y a des moments où tu fais, mais attends, comment ils peuvent dire ça? C'est sûr que là-dessus, c'est radicalement différent d'un job de patron de boîte où, bon, bah, tu peux avoir évidemment des alignements en interne, mais comme en général, c'est structuré, il n'y a pas de mutinerie, tu vois, et puis tu n'as certainement pas tous tes clients qui se mettent à faire des appels sur les réseaux sociaux, à moins que tu aies fait vraiment une énorme merde sur ton produit, quoi. Mais ça n'arrive jamais. Très grande différence aussi, c'est QuizEven, c'est une boîte que j'ai créée, et donc une boîte que tu crées, elle te ressemble un peu comme tes gamins. Et donc, tu lui poses les bases avec lesquelles tu es à l'aise. Je dis pas qu'elles sont bonnes, pas bonnes, mais en tout cas, alignées avec ce que tu as. Quand tu rachètes une société, et là j'ai racheté une société en l'occurrence, tu hérites du passé. Donc tu hérites de salariés qui ont certaines habitudes, tu hérites d'une forme d'organisation, d'un état d'esprit. Et je me rends compte à quel point c'est difficile de partir d'une base qui n'est pas la tienne pour essayer d'y remettre tes ingrédients. Et donc ça veut dire changer les gens, c'est comme ça, parce que tu as envie de retrouver des gens qui sont dans ton état d'esprit, qui ont envie d'aller se battre avec toi. Changer des façons de faire, tu vois. Je te parlais de nos locaux. Moi, j'ai pas de bureau. Au club, le bâtiment qui a 2-3 ans, qui a été construit, qui est un bâtiment récent, donc c'est assez curieux, même dans la philosophie dans laquelle il a été créé, tout le monde a un bureau, vitré mais fermé. Quand les gens sortent dans le couloir, ils ouvrent la porte,
il ferme la porte, il la ferme à clé. Mm. Moi, j'ai vu ça, j'ai attendez les gars, moi, j'ai pas de bureau, quoi. Mon bureau, c'est mon sac à dos, mon ordi que je pose sur une table. Et donc, si tu veux, c'est très visuel, mais ça illustre bien, je trouve, le fonctionnement dans lequel on est. Donc, tu vois, j'ai mis Slack, les serveurs étaient en local, je vais les mettre dans le cloud. Les mecs, ils doivent péter un câble. Ils doivent se dire, Ouais, qu'est-ce oui et que non. c'est Oui, je pense que ça bouge les lignes. Je pense que certains sont contents de voir que ça bouge. Je pense que pour d'autres, ça bouge trop vite ou c'est pas comme ils l'auraient voulu et c'est pas ce qu'ils souhaitent. Et puis, donc, tu as des gens qui naturellement partent. Il y a des gens aussi qu'on a fait partir. Donc, c'est une phase qui est pas simple. Mais ouais. Est-ce que un peu, tu vois, un peu comme dans une entreprise où justement, tu sais, il y a un peu cette question aujourd'hui du founder mode. Ouais. C'est l'idée que les boîtes qui sont en train de scaler ou qui ont scalé avaient un problème qui était, elles étaient rentrées, c'est Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, qui dit elles étaient rentrées dans le mode manager et donc elles fonctionnent plus que par strate de décision. Le fondateur n'a plus vraiment de prise avec le réel, avec le quotidien, avec l'opérationnel, avec le produit. Et ça a posé un tas de problèmes. Airbnb, ça les a mis dans la panade parce que justement, il y avait plus l'incarnation quelque part du fondateur. Et donc, du coup, ce qu'il disait avec Paul Graham, c'est non, il faut être capable de bypasser. D'ailleurs, c'est ce que fait très bien Steve Jobs. Il fait chaque année une réunion avec les 100 personnes les plus importantes d'Apple, qui n'étaient pas nécessairement les 100 personnes les plus hiérarchiquement élevées, quoi. Tu vois. Et du coup, est-ce que toi, par exemple, dans un club de foot, tu peux aussi aller parler aux joueurs, gérer les joueurs, justement pour avoir une influence peut-être sur le côté sportif, ou alors directement le directeur sportif, ou justement tu t'en tiens à d'ailleurs, je sais pas qui c'est exactement, est-ce que tu as un COMEX, est-ce que tu as un CODIR, tu vois, ça se passe comment là-dessus? Ouais. Aujourd'hui, j'ai un DG qui est en charge comme un directeur général, hein, donc qui a ce rôle-là, qui est de prendre les décisions pour moi et mettre en œuvre la vision et la stratégie dont j'ai échangé avec lui et dont je lui ai donné la feuille de route, qui a en plus de ça un rôle sportif, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de directeur sportif. Si tu veux, les clubs de foot ont pris des directeurs sportifs parce qu'ils ont considéré que les entraîneurs étaient des sopalins qu'on prenait et qu'on jetait au bout de 2 ans. Et donc comme ton entraîneur en moyenne reste 18 mois en place dans un club de foot, 18 mois, donc 1 an et demi, et que tu le remplaces comme un vulgaire sopalin, du coup pour garder une forme de continuité, tous les clubs ont dit on va mettre un directeur sportif qui lui reste, définit une vision et une politique, et finalement l'entraîneur est une sorte de consultant que tu fais intervenir ponctuellement avant de t'en séparer quand t'en as marre. Ça c'est le foot tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est pas le foot qui me fait triper. Moi, le foot que j'aime, c'est le foot d'Arsène Wenger, qui a pendant 20 ans porté Arsenal. C'est celui de Giroud. Alors, je suis peut-être arrivé avec 20 ans de retard, ou peut-être que j'ai de l'avance sur ce que ça redeviendra, mais je suis convaincu que l'entraîneur ne doit pas être juste celui qui sort les chevaux. C'est qu'il doit aussi les choisir. Alors j'ai les chevaux pour illustrer, mais c'est pas du tout péjoratif, mais il doit choisir les joueurs. Il doit avoir, en tout cas, pas que lui qui les choisit. C'est pas lui qui dit je veux tel et tel joueur, mais il doit être partie prenante dans ces échanges. Il doit avoir un projet. Donc on a un entraîneur qui a un projet de jeu très particulier aujourd'hui, qui est le 4-4 de Losange. Il doit avoir une forme de confiance sur une vision long terme. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas pris en disant tu le feras 2 ans et dans 2 ans, je te vire. Peut-être que je vais le dire au bout de 6 mois, par contre. Ça peut arriver parce que c'est le sport et que c'est la vie. Mais ma thèse initiale, c'est que j'aimerais qu'il soit là dans 10 ans. Et quand tu fais ça, quand tu lui donnes ce pouvoir aussi, je pense que tu lui donnes aussi un poids supplémentaire dans le vestiaire. Parce que quand ça se passe mal dans une équipe, quel est le grand jeu des joueurs ? Les joueurs, ils savent que c'est l'entraîneur qui est sur un siège éjectable. Donc à un moment donné, on dit le vestiaire a abandonné, a lâché son entraîneur. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Le directeur sportif avec le DG décide de sortir l'entraîneur et ils en remettent un nouveau. Et donc le pouvoir est aux joueurs. Moi, je crois que le pouvoir, on doit le redonner aux entraîneurs. Une figure d'autorité, et à de l'institution. Continuité. Et tu vois, c'est juste. Et on a fait des choix assez forts de joueurs très bons footballistiquement, mais qui ont des comportements qui n'étaient pas acceptables, qui respectaient pas le club, qui simulaient des blessures, par exemple. On a fait le choix très fort de les mettre à l'écart et de dire on n'ira pas à la guerre avec eux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en 3e division, que tu as un club qui est en train de survivre, que tu as peu de moyens, tu es obligé de créer une task force qui est ultra dynamique, ultra motivée et dont toi tu doutes pas et dont tu as la pleine confiance. Et donc je préfère aujourd'hui être avec des joueurs qui ont peut-être un peu moins de talent que certains qui sont partis, et encore, parce qu'on a recruté des bons joueurs, mais qui ont des valeurs très fortes. Et aujourd'hui, on a un collectif et il y a quelque chose qui se dégage. Et je reviens sur ce que tu disais sur Airbnb, parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est WizEvent a 18 ans. Donc société qu'on a créée pour répondre à notre propre besoin, qui était de créer une solution de billetterie pour les organisateurs d'événements.
Et cette boîte aujourd'hui, on a 260 salariés, on est dans 8 pays physiquement, mais on a des activités dans une trentaine de pays, on est en train d'essayer de créer un leader européen et tout. Donc oui, mon rôle, il a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, je designais le produit avec Sébastien, j'étais le premier testeur, j'étais le mec qui répondait au téléphone, j'envoyais les mails, enfin bref, je faisais tout, j'allais à la poste pour les colis et tout. Puis petit à petit, bah, tu divises le travail. Et puis tu prends de la hauteur. Et le grand danger, et qui est assez lié au bootstrap, c'est que en fait, derrière cette croissance, tu peux vite tomber dans des travers de grands groupes. Tu vois, là, on a fait des acquisitions, et ben j'étais très mauvais, je me suis fait avoir par un avocat, grand cabinet international, avec qui on m'a dit il faut bosser, ils sont très bien et tout, où en fait j'ai payé un prix mais délirant, qui n'est pas justifié, et qui est juste la conséquence du fait que, bah ça y est, comme on commence à avoir un peu plus d'argent, je commence à un peu lâcher la bride, et ça c'est pas bon. Et donc j'essaie de rester malgré tout opérationnel, de garder ce côté bootstrap. Tu vois, hier je parlais avec un autre entrepreneur et je lui disais, je lui racontais qu'avec mon directeur des opérations, dans 15 jours, qui est un mec qui fait beaucoup d'escalade, on va aller acheter tu vas rigoler, un peu pour un fou, on va aller acheter un harnais, une corde, parce qu'on a un très beau bâtiment dans Clichy, avec des grandes baies vitrées, et les vitres sont dégueulasses, on l'a pas fait en 3 ans. Et en fait, il faut escalader, il faut faire venir un cordiste. Donc une boîte normale appellerait un cordiste et paierait 500 € pour qu'on leur fasse les vitres. Et en fait, je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Parce que moi, j'aime bien l'escalade et ça m'amuse. 2, je veux montrer que on peut se démerder. Une valeur très forte chez moi, c'est la démerde. Et que surtout, on n'a pas une fiche de poste qui est fermée. C'est-à-dire que je ne suis pas cordiste de la boîte. Je suis certes le CEO, mais quand il y a besoin de se rentrer les poubelles, je peux le faire. Quand il y a besoin de faire les vitres, je peux le faire. Alors on va dire, ah bah attends, le mec, il fait les vitres chez lui pour économiser 200 balles, alors qu'il est payé beaucoup plus cher et donc il fait perdre de l'argent. Oui et non. Parce que tu envoies aussi un message en fait. Tu montres aux gens que en fait, non, on va pas payer un mec pour sortir les poubelles. Et personne n'a dans sa fiche de poste, je sors les poubelles. Mais par contre, tout le monde, quand on voit la poubelle, on la rentre. Et il y a une vidéo sur YouTube que j'aime beaucoup, qui est facile à trouver. Il faut taper ours, cône, signalisation. Cet épisode part en cacahuète avec Pierre-Henri. Son esprit va à 200 à l'heure. Il me sort des références YouTube après des références de foot. Je suis perdu. Et alors vas-y, ours, cône, signalisation. Elle dure 30 secondes. Et en fait, tu vois... Donc c'est un contre-plongée. Donc tu suis un ours qui avance sur une route. Et puis c'est une vraie image, hein, une vraie vidéo. Et au bord de cette route, il y a un cône qui est sur le côté. Et puis l'ours marche, c'est un patibulaire. Et quand il arrive au niveau du cône, il le regarde, il met un coup de patte, il le remet droit et il continue son chemin. Et je l'ai montré aux équipes pour leur dire, en fait, oui, c'est pas dans ta fiche de poste, mais je m'en fous. Je veux pas... En fait, un mec qui te parle de sa fiche de poste, pour moi, c'est un signal d'alarme, il faut le catapulter. Alors c'est violent de dire ça parce que... Mais en fait... Je veux pas cet état d'esprit. C'est cet état d'esprit que je combat, c'est pas la personne. Skin in the game, comme on dit. Ouais, ça veut dire en fait, non, on n'a pas de fiche de poste. Et puis justement, les fiches de poste, c'est le moment où ça y est. Ah bah alors moi, je suis responsable de la comptabilité. Ok, bon, comme j'ai plus le temps, il me faut maintenant quelqu'un qui gère les notes de frais. Ah ok. Puis comme j'ai plus le temps, bah il me faut un logiciel. Et à la fin, tu te retrouves avec un logiciel qui gère tes notes de frais, une personne qui est en charge des notes de frais, une comptable, un assistant comptable, un contrôleur de gestion qui s'assure que l'abonnement est payé au bon. Enfin, tu vois, tu tombes alors qu'en fait, tout le monde peut faire ses notes de frais. Alors, je caricature, il y a des moments où tu perds en productivité. Hein. On a, comme beaucoup, tu vois, on bosse avec... je leur fais un petit coup de pub avec Mooncard et c'est très bien pour les notes de frais, ça simplifie le truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vite s'encrasser. Et moi, c'est cette peur que j'ai. Je comprends. En tout cas, ce que je trouve inspirant dans ta façon de manager, c'est qu'en effet... tu remets l'humain au centre. En tout cas, tu remets l'envie, la passion, le côté, ce que je disais à l'instant, le côté skin in the game en anglais, Ouais. Au milieu, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, l'entraîneur. Et je le fais avec eux. L'entraîneur, il vient, il a un rôle, c'est important. Il reste là. Le but, c'est qu'il reste longtemps, même si on peut le sortir. Mais évidemment, il est là pour incarner une forme d'autorité, d'humanité, de respect. Voilà. Les joueurs qui sont ce qu'on appelle le brilliant asshole, en fait, d'ailleurs, c'est en entreprise. C'est les mecs qui sont des excellents sales, mais qui peuvent être des managers catastrophiques. Et ben, en fait, on les sort, on fait un choix fort. C'est ce qui se passe avec le PSG. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que ça marche mieux maintenant qu'il y a moins de stars. Ouais. Et puis là, c'est pareil, dans l'entreprise, tu donnes l'exemple pour que chacun puisse se dire, c'est pas ma... Donc ça, j'adore. Quand même, j'aimerais bien revenir un peu à un autre moment de ta carrière où tu as dû te sentir à poil et sans filet, c'est-à-dire les débuts de WizEven, tu vois, qui a peut-être inspiré un petit peu toutes ces valeurs. Comment ça s'est passé ?
Tu veux dire, quand ça fait 5 ans, parce que tu me dis 2012, ça fait 5 ans que vous atteignez pour la première fois la rentabilité, et 2010, ça fait 3 ans, vous avez 30 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas Ouais. énorme au bout de 3 ans, tu vois. Non, non. Ouais. Donc comment tu as vécu cette période et pourquoi tu as continué en fait? Écoute, Alors que ça... je l'ai super bien vécu. Je crois que c'était on va pas dire les plus belles années de ma vie, mais c'était vraiment des années assez géniales parce que le niveau de passion était au maximum. Le sentiment de le faire avec les bonnes personnes parce que j'adore Seb, parce qu'il y avait vraiment et puis moi, il me bluffe, c'est-à-dire que je le trouve brillant en fait. Et quand tu bosses avec des gens brillants, qui bossent beaucoup en plus, ça te tire vers le haut en fait. Tu te dis, C'est un pote d'école, hein, Seb. ouais, on était ensemble à Dauphine. Et vraiment, je le trouve brillant. Et donc, quand tu as quelqu'un qui met le curseur ici, bah, tu essaies d'arriver des fois un peu au-dessus pour qu'il. Et puis, ça te tire vers le haut. Donc, intellectuellement, je trouve que c'est passionnant. Et surtout, comme je le disais, on était tout jeunes. Donc pas de réelle contrainte d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dirais, tu as 1500 euros pour vivre, je serais emmerdé parce que bah, j'ai fait évoluer mon rythme de vie, parce que j'ai pris des emprunts, parce que j'aime aller en vacances avec mes gamins, parce que voilà, ce genre de choses. Et à l'époque, en fait, j'étais étudiant. Donc, comment je l'ai vécu? De façon assez indolore en fait. Et par contre, avec chevillé au corps la conviction que c'était maintenant qu'il fallait faire l'effort. C'est-à-dire que c'était pas dans 15 ans que j'allais me dire en fait, bah voilà, tiens, c'est maintenant que je vais accélérer. Pourquoi? Parce que je voyais des concurrents se lancer en même temps que nous, sur le même concept, en Allemagne, aux États-Unis, en France. Donc là, je me dis, ok, en fait, il n'y aura pas 15 gagnants, et puis je ne serai pas gagnant dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et le sentiment de te dire qu'en fait, ces efforts complètement fous en termes de volume horaire, parce que franchement, on a vraiment beaucoup, beaucoup bossé, le sentiment de te dire que ces efforts, une fois que tu as fait tes 10, 12, 15, 14 heures par jour, en fait, ouais, peut-être la demi-heure de plus chaque fois, en fait, elle te paraît anodine, mais en réalité, c'est ça qui fait que ton chemin prend petit à petit, mais c'est long, hein, c'est pas tac. Des fois, ils disent, ah, c'est quoi le succès de Louise? Mais c'est pas une décision. C'est vraiment ce truc où tu sens que petit à petit, tu pars dans cette direction et après, ça t'emmène comme ça. Mais c'est vraiment tous ces petits efforts au début, c'est des petits cailloux mis bout à bout. Et donc cette période, je l'ai vécue comment? Avec beaucoup de passion, on a beaucoup travaillé. Je dis souvent on me dit c'est quoi la clé du succès? Vraiment, on a beaucoup bossé. Et parce que ça nous permettait de le faire aussi, parce que pareil, personne m'attendait à la maison. J'avais pas de gamin, j'avais pas de contraintes, donc on bossait les soirs, les week-ends, enfin c'était non-stop. Et après, en termes d'argent, on a bricolé parce qu'on avait besoin de ces 1500 euros. Et donc le premier investisseur dans WizEvent, c'est l'État. Parce que j'ai bossé 6 mois au 118-218, je sais pas si tu te rappelles. Mais oui. Et puis j'avais fait du conseil en stratégie aussi. Attends, après. c'était quoi déjà 118-218? Bah, en fait, c'était, t'avais besoin d'un numéro de téléphone, tu faisais 118-218, tu t'appelais un numéro de téléphone et tu disais bonjour, je vois le numéro de la pizza et on te donnait le numéro de la pizza. Enfin, aujourd'hui, ça paraît irréel. Ah, Mais donc toi, tu c'était bossais pour ça, tu je bossais- répondais au téléphone. Alors non, moi j'étais au marketing, j'étais au marketing en stage chez eux. Après, je suis parti faire du conseil en stratégie. Donc j'ai bossé en tout 6 mois. Et en bossant 6 mois, j'ai le droit à 8 mois de chômage. Donc quand je dis l'État était le premier investisseur dans WizEvent, c'est le cas. Et Sébastien, lui, avait bossé 1 an et il a eu le droit à 18 mois de chômage. La Donc, NPE, premier business angel de France. ouais. Et bon, alors on a renvoyé la balle parce qu'avec tout ce qu'on a créé de valeur, payé d'impôts, de taxes et créé d'emplois, on l'a renvoyé 1100 fois, enfin plus que 1000 fois, on va dire. Mais faut quand même le dire, on a de la chance en France avec ce système-là, donc ça nous a aidé pour créer WizEvent. Après, on a bricolé comment? Bah, parce qu'on avait créé un événement en parallèle et cet événement qu'on a transformé en société nous permettait de faire entrer un petit peu d'argent aussi. Donc c'est un peu le côté... Quel événement? Ça s'appelle Vélo Tour, qui est un événement à vélo, qui est en fait une balade à vélo, qui se déroule dans une quinzaine de villes maintenant en France, dont le principe était d'entrer dans des lieux interdits, insolites, inédits. Et donc on a traversé un hôtel 4 étoiles, une prison, le Parc des Princes. À vélo. À vélo, ouais. Avec 5 à 10 000 personnes par édition. Et Incroyable. ouais, c'est un événement assez marrant, qui est assez cool, que tu fais en famille. C'est pas une compétition, tu viens, les gens sont déguisés, et à vélo, tu fais un peu comme les journées du patrimoine, sauf qu'au lieu d'être dans un bâtiment et le visiter, tu traverses plein de bâtiments dans une ville. Et Génial. ouais, c'est assez marrant. Et cet événement, en fait, nous a permis, un peu comme quand certains créent des boîtes et sont toujours consultants en parallèle, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, et ben nous, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en fait, cet événement nous a permis de gagner un petit peu d'argent et de permettre de continuer. Et puis, on a eu des coups de pouce du destin. On nous a prêté des locaux pendant 4 ans, je pense. On a eu, enfin, c'était un plateau qui faisait 1000 mètres carrés, mais bon, on utilisait
on disait 50 mètres carrés, enfin même pas, on disait, au début, on avait 20 mètres carrés, une table Ikea et nos deux chaises. J'ai une photo comme ça où tu as une table, nos deux chaises, et on est dans ce plateau de 1000 mètres carrés tout seul au milieu. Et donc ça, on nous l'a mis à disposition. Qui ça vous a mis à disposition? Écoute, c'est le patron. Alors depuis, il a eu des déboires, mais c'est le patron de Assu 2000 qui est aujourd'hui en prison, je crois, parce qu'il y a des histoires un peu glauques dans sa vie Parce que lui-même personnelle. ne payait pas les locaux qu'il vous prêtait. Non, lui, non, en fait, si tu veux, il venait de délocaliser un plateau d'appel au Maroc, je crois. Et comme ce plateau était libre et que Sébastien avait bossé pour Assu 2000, et quand Sébastien lui a annoncé qu'il démissionnait pour créer With Event, et c'est là aussi où les valeurs du travail elles sont importantes, Seb a été le voir et lui a dit je veux créer une boîte. Et donc je vais démissionner. Il a dit ah non, je veux que tu restes et tout. Il a dit non, je crée ma boîte, je suis entrepreneur, j'ai envie de le faire. Donc il a vite compris qu'il ne pourrait pas le garder. Et Sébastien, il lui a dit quand est-ce que tu pars? Et Sébastien lui a répondu la phrase suivante, il lui a dit je partirai quand j'aurai fini mon travail ici. Il lui a dit si j'ai fini dans un mois, je vais pouvoir partir dans un mois. Si je dois rester 4 mois, je resterai 4 mois. Et je sais plus, et à la fin il est resté 2 mois. Et en fait, derrière ça, ça montre quoi? C'est qu'en fait, le sujet, c'est pas les 3 mois obligatoires. Le sujet, c'est comment tu pars. Moi, j'ai des salariés qui ont démissionné de With Event, qui ont fait leurs 3 mois obligatoires et qui ont laissé le truc derrière eux en Pourri, chambrine, quoi. pourri. Ouais, bien sûr. Et t'en as d'autres qui, parce qu'ils ont une conscience, parce qu'ils ont des valeurs, parce que c'est des gens bien, on va dire, et ben voilà, ils t'envoient un message fort qui est de dire, en fait, le sujet, c'est pas la durée, le sujet, c'est que je mette pas en difficulté la boîte et que je parte proprement. Et donc, comme il l'a fait, Seb, je pense que le patron d'Assu 2000 a trouvé que c'était voilà, quelqu'un qui était dans l'esprit. Puis on a une forme de solidarité aussi avec des entrepreneurs, on a envie de les aider. Et donc, il lui a dit écoute, j'ai ce plateau, installez-vous. Et donc, pendant 4 ans, on n'a pas payé l'électricité, pas payé l'eau, rien payé. On avait Internet, on avait tout. Et ça, en réalité, quand tu mets bout à bout cette dépense, je sais pas, c'est un appart qu'on aurait pris dans Paris, c'est Sympa quand même, hein. C'est ouf. au minimum, c'est 30 000 Ouais. euros par an. Ah ouais, Fois 4, c'est énorme. c'est 120 000 euros. C'est Et énorme. quand tu. Bah, peut-être que grâce à ça, on a passé la vague. Et peut-être que sans ça, on l'aurait pas passé. Et, et donc, ça, c'est des coups de pouce du destin. Et où moi, je serais toujours. Alors aujourd'hui, il a eu des déboires, mais je serais toujours reconnaissant de ce qu'il a fait en tant qu'entrepreneur pour nous. Parce que moi, je le connais pas. C'était Seb qui le connaissait. Mais With Event ne serait pas où il allait aujourd'hui sans ce coup de pouce. Sans ce coup de pouce. Ouais. Et autour de vous, à cette période, ou peut-être un petit peu après, tu vas nous dire. Beaucoup de tes concurrents ont levé des fonds parce qu'en effet, Ouais. pour le coup, c'est l'archétype de la boîte tech qui, en plus, en 2010, il commence à y avoir un petit peu de. Un petit peu, ouais. un Pas beaucoup, poussement, hein. un C'était petit vraiment peu- light. Hein. C'est Ouais. c'est vrai que c'est plutôt 2015, quoi, l'arrivée de The Family, etc. Mais Ouais. enfin, même c'était un Les peu avant The Kima et Family, tout, mais c'était, Kima Venture, ouais. etc. C'était un peu plutôt cette période-là. Mais assez rapidement, vos concurrents, ils ont levé beaucoup d'argent, en fait. Ouais, surtout Euh, nos concurrents américains. Surtout les concurrents américains. Donc, pourquoi vous l'avez pas fait est-ce que vous aviez la possibilité de le faire vraiment déjà? Et pourquoi vous l'avez pas fait? Et pourquoi vous l'avez fait finalement? C'est-à-dire que je sais que Ouais. je sais plus quand est-ce que c'était quand la levée de 1 million? Écoute, c'était en 2012. En 2012. Donc, C'était attends. en 2012. Donc, On crée la ah oui, boîte donc en 5 ans 2008. après. D'accord. Ouais. Ouais. En Donc, fait, explique-nous un peu tout ça. on crée la boîte en 2008. L'argent qu'on avait gagné en étant salarié pendant 6 et 12 mois, on l'investit dans With Event. Donc on met chacun 17 000 euros au capital. Donc en tout, on avait à peu près 50 000 euros. On était 3. Donc ça, c'est le premier rapport en capital. Ensuite, c'est l'État avec le chômage partiel, avec le chômage, et la mise à disposition de ce bâtiment, enfin de ces locaux. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Très rapidement, on se rend compte que oui, effectivement, la tech coûte cher, que nos concurrents qui sont lancés en même temps que nous aux États-Unis lèvent de l'argent. Et donc, on s'est dit, tiens, en fait, il faut lever de l'argent. Donc, on a commencé à lever de l'argent et on a essayé de lever 50 000 euros en Business Angel. Et donc, on a été voir à l'époque, et les réseaux de Business Angel étaient très peu développés. Tu avais 2 réseaux, tu avais Paris Business Angel et tu avais Investissor, qui étaient les Business Angel du 92. Qu'on a été voir, on les a présentés, on leur a présenté le projet. On a eu des marques d'intérêt, ils ont commencé à l'instruire, tu sais, c'est un peu structuré, donc il y en a un qui prend le lead, qui instruit, puis il y en a qui sont suiveurs et tout. Et puis à la fin, ils n'ont pas été. Et on cherchait 50 000 euros, je pense qu'à l'époque, on leur aurait lâché 20%, 30% du capital, pas loin. Enfin, tu vois. Parce qu'à l'époque, 50 000 euros, C'était énorme. c'était le double du capital qu'on avait mis. Et puis, il n'y avait pas de pratique, en fait. Il n'y avait pas de bonne pratique. Il y avait pas de pratique, C'était il y le avait début rien du et tout. capital risque en France. Donc on a échoué, et si tu veux, on l'a pris comme un moteur. En fait, à un moment donné, on s'est dit, attends, ça prend du temps là, d'essayer de leur raconter des histoires qu'ils comprennent pas. On n'était pas très bon pour leur raconter. Et donc, si tu veux, sur les Business Angels, on s'est dit, ok, en fait, 50 000 euros, c'est pas ce qui va changer le game. Donc, continuons, gardons nos projets événementiels à côté, comme ça, on gagne un peu d'argent et ça nous permet de vivre. Continuons à bootstrapper, bossons, soyons malins, essayons de signer nos premiers clients. Et puis, en fait, on va leur prouver qu'ils se sont trompés. Et on s'en est servi un peu comme un moteur. On était un peu vexé, genre, attends, mais les mecs, ils ont rien compris. Je pense qu'on leur a pas bien expliqué non plus. Donc, on n'a pas réussi. Ensuite, ça, c'est 2008-2009. 2010, donc
2009, première année, on fait 30 000 € de chiffre d'affaires. 2010, on fait 120. Et moi, 2010, je dis à Seb, écoute Seb, x4. Déjà, on a du chiffre d'affaires, on existe. On vient de faire x4, il y a une traction. Le modèle, il est infini parce que les organisateurs d'événements, tout le monde en fait. On peut en faire dans le cadre pro, on peut en faire dans le cadre de ces associations sportives, événementielles, culturelles. Enfin, je veux dire, tout le monde fait des événements. Donc là, je dis en gros, marché énorme, on a de l'attraction, on a un concept, allons-y. Et donc, je tape Capital Risque sur Google, je prends les 20 premières adresses, j'envoie un mail sur l'adresse contact@vici.com, tu vois. Et sur les 20 mails que j'envoie, on doit recevoir une dizaine de réponses et on fait 4 rendez-vous. 3-4 rendez-vous. Et là, on débarque dans le triangle d'or des Vici à Paris. Et on arrive sans presse. Hein. On était un peu allumés quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive, ils nous recevaient et nous, ils disaient, vous avez une presse? Nous, on dit non, non, on a tout dans notre tête. Nous, en fait, on pensait qu'on allait leur raconter le concept et tout. Vous avez fait une étude de marché? Non, non, mais tout le monde fait des événements, le marché est énorme et tout. Combien vous gagnez par client? Puis là, je regarde Seb, je dis Seb, on fait quoi, 1 euro, 1,20 €? En fait, on était ultra amateur, ultra Pink Floyd, même si je vais au bout du truc. Mais on était ultra bon sur la vision. C'est-à-dire que la vision qu'on a vendue au Business Angel à l'époque, qu'on a vendue à ces boîtes de capital risque, sur ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, comment on allait adresser les clients, ça, on l'a déroulé de A à Z et on ne s'est pas planté. Par contre, on était tellement habité par le projet, tellement habité par les fonctions à développer, par nos clients, par notre marché, on vivait ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, on était en perfusion avec nos clients, que en fait, les métriques, les KPI, on s'en foutait. En fait, on disait, écoutez les gars, le marché est énorme, on a un concept, on connaît les organisateurs d'événements, on leur parle du matin au soir. On a créé le produit pour nous parce que sur cet événement de vélo, la solution n'était pas adaptée. Et en fait, on les a tous fait flipper. On n'a jamais eu de deuxième rendez-vous, on n'a jamais levé de fonds. Ça, c'était 2010. Ouais, c'était 2010. 2011, on me parle de leveur de fonds. En gros, on me dit, bah attends, mais si votre concept est bon, vous n'arrivez pas à lever des fonds, il y a des leveurs de fonds. Et donc, on a été voir Chausson Finance, qui nous a accompagnés pour lever des fonds. Et là, le truc est complètement différent parce que eux ont pris leur téléphone après nous avoir préparé pendant 6 mois, ont appelé 20 boîtes de capital risque. Ils ont eu un partenaire qu'ils connaissaient, avec qui ils avaient déjà fait des deals. On a été reçus 20 fois. Ça a été organisé en 15 jours. Et si tu veux, les rendez-vous ont été organisés du fonds de capital risque qui était le moins appétant à ce type de problématique pour que la dernière presse, elle soit faite sur les fonds qui étaient les plus à même d'investir chez nous. On a reçu trois propositions, deux propositions, et à la fin, on a levé 1 million d'euros avec A plus Finance. Mais si tu veux, ça a été un process qui a été commencé en 2009 avec des business angels, et quand on lève en 2012, j'ai l'impression d'avoir fait 10 marathons pour lever Tu l'as fait, t'as essayé de le faire chaque fois. Mais alors pourquoi c'était les mauvaises raisons? Tu m'as dit ça. Et ben en fait, quand on lève ce million d'euros, 2 mois après, on est en board avec A+, et moi je dis à A+, écoutez, j'ai un problème, j'arrive pas à dépenser l'argent. Ouais, les gens vont croire que je suis radin. Mais en fait, si tu veux... Gilles Sadger, pardon, je t'interromps, mais ça me fait rire, parce que Gilles Sadger de Lucas a dit la même chose, comme il a fait 19 ans de bootstrap, 19 ans d'autofinancement avant de lever 65 millions. Voilà, ça m'est monstrueuse, mais parce que justement, il a attendu. Il nous a dit, mais en fait, je sais pas comment dépenser l'argent. Je sais pas quoi faire. C'est un changement de mindset. Bah ouais, complet. Et en plus, chez Chausson, on avait eu Thibault Lougnon, qui était en charge de cet investissement, qui est un des fondateurs d'une superbe marque de fringues. J'ai perdu le nom. Putain, ça va me revenir. On retrouvera ça. Contre toutes les nanas à Paris. Bref, ça va me revenir. Et il nous avait donné un super conseil. Il nous avait dit, les gars, mettez-le au frigo, cet argent. En fait, il avait conscience de quelque chose et qui est très lié au bootstrap et qui est très lié à la liberté, qui était que, en fait, si tu deviens comme un drogué au lever de fonds, c'est-à-dire que tu lèves un, tu le crames, tu as besoin de 3, tu le crames, tu as besoin de 10, tu le crames, en fait, à la fin, tu deviens un passager clandestin de ta boîte, t'es plus au contrôle. C'est les fonds qui prennent le contrôle et t'as plus la liberté. Et il nous avait dit, pour rester libre, gardez-le au frigo, parce que cet argent, si vous n'avez pas besoin de le dépenser, tant mieux. Et donc cet argent, on n'a pas réussi à le dépenser, ça c'est le premier truc. La deuxième raison, pourquoi on l'a fait, et d'ailleurs, tu vois, quand en 2010, on a échoué à lever des fonds, quand les gars nous disaient combien vous voulez lever, moi je leur disais le plus possible. Ce qui est une réponse pas très intelligente. Mais ça montrait bien que j'avais pas un plan arrêté. C'était pas j'ai besoin de 500 000 pour ça et 200 000 pour ça, et en faisant ça, voilà où j'irai. C'est qu'en fait, nos concurrents levaient des fonds, donc on s'est dit il faut lever des fonds. En termes de visibilité, ça allait être important, ça allait nous donner une forme de liberté parce qu'on aurait plus d'argent, mais il n'y avait pas un plan arrêté. Donc quand je dis les mauvaises raisons, c'est ça. Et donc on a eu beaucoup de mal à dépenser cet argent. Et puis ensuite, quand tu te mets dans un esprit bootstrap, c'est-à-dire que tu dis, ok, il y a un salon, tiens, je vais donner un exemple. Les biennales internationales du spectacle à Nantes, c'est tous les 2 ans,
le grand, pardon, le grand raout des organisateurs promoteurs, donc nos clients, et donc il faut y être. Et donc la première année, en 2009, quand on y va, avec Seb, on se dit, ok, on n'a pas d'argent, comment on se fait repérer? Comment on se fait voir? On va pas payer un stand, ça coûtait à l'époque 4000 euros, donc on paye pas un stand, on peut pas faire de la pub dans le petit fascicule, enfin bref, on pouvait rien faire. Donc du coup, on a fait une opération qui nous a coûté 2 billets de train aller-retour à Nantes, une nuit d'hôtel et 2 déguisements et des flyers. Les 2 déguisements, c'est qu'on a acheté pour 30 euros un déguisement de curé, et on avait 2 déguisements de curé en fait, et on a fait des flyers en faisant des sortes de faire-part de décès, je sais pas si on dit un faire-part de décès, mais en tout cas, sur lequel on a mis des tombes, et sur chacune de ces tombes, on a mis le nom de tous nos concurrents. On était complètement cinglés. Et à l'entrée de l'événement, on allait voir tous les gens qui faisaient la queue pour entrer dans l'événement, et on disait « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'ai une terrible nouvelle à vous apprendre, je vous annonce la mort de la billetterie telle que vous la connaissiez. » Et on leur donnait le flyer, avec côté verso, ces tombes lugubres, avec des croix, des trucs, enfin bref, avec le nom de nos concurrents, dont la Fnac. Et de l'autre côté, bonne nouvelle, WizEvent est là, avec un visuel très cool, très punchy et tout. Et donc, pour 200 euros, tout le monde savait qui on était, et tout le monde a parlé de nous. Alors, ça nous a créé quelques troubles, parce que, tu vois, je ferais ça aujourd'hui, j'aurais un procès. Ah bah direct, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que le patron de France Billet à l'époque, donc qui est la billetterie de la Fnac, m'appelle le jour même et dit tiens, je viens d'apprendre notre décès, est-ce qu'on peut en parler? Et donc on a commencé à échanger et tout. Mais pour la petite histoire, il y a aussi quelqu'un à qui j'ai été flyé ce truc-là et qui voulait se battre avec moi, qui voulait mettre un coup de poing et tout, et je comprenais pas. Je dis mais attendez, c'est de l'humour en fait. Et en fait, cette personne, après j'ai appris à le connaître et on s'est apprécié, avait une société de billetterie, mais billetterie papier, donc un peu historique, et son associé venait de décéder 15 jours avant. Oui. Et si tu veux, lui, je pense que là, on arrive un peu punk avec cette vision, la billetterie en ligne va révolutionner la billetterie papier, et puis la billetterie traditionnelle est morte, et lui qui avait eu ce décès, et il était bouleversé, et j'imagine, enfin j'imagine pas du tout, mais... En tout cas, Mais tu vois des histoires un peu folles. état d'esprit pirate. Ouais. Donc vous levez 1 million parce que tout le monde le fait et en fait vous savez pas le défoncer parce qu'en fait on s'en fout. Vous avez déjà l'esprit d'être ça pirate, de faire des petites actions, d'y aller petit à petit, de voir ça sur le temps long. Et t'es très fort en vision en effet puisque c'est la même aujourd'hui, quasiment 20 ans après. Il y a une autre période dans votre histoire qui est que vous finissez par vous faire racheter par VP. Ouais. Alors toi, surtout, et ça c'est un sujet, je pense, qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. C'est le sujet du contrôle, Ouais. le besoin d'être aux manettes. Et donc effectivement, le fameux 51% du capital au moins. Parce qu'ensuite, effectivement, on connaît plein de patrons qui ne dirigent plus leur boîte. En réalité, ils sont un peu fantômes, mais ils peuvent se faire virer par les fonds. Président du conseil Ah ouais, d'administration. bah exactement, exactement. Et moi j'ai eu plein d'histoires comme ça, un peu sordides, de gens d'entrepreneurs qui se font sortir de leur propre boîte le jour où ils sont désalignés avec le fond, quoi. Surtout dans les crises. Récemment, il y en a eu plein, tu vois, dans la tech, en vrai. Donc, comment tu as pu accepter, toi, et puis ton associé, mais comment vous avez pu accepter, vous qui avez l'air d'être épris de liberté, d'indépendance, de faire les choses vous-même, que VP prenne 60% du capital? À quel moment c'est arrivé ce truc? Bah, on s'est un peu menti à nous-mêmes, hein, je pense. Mais l'histoire est assez drôle, assez drôle, assez marrante. On cherche pas à vendre à ce moment-là. Mais Eventbrite, qui vient de lever 400 millions, donc tu vois, quand nous on avait levé 1 million, ils avaient levé 4, ensuite ils ont levé 10, ensuite ils ont levé 40, ensuite ils ont levé 400, enfin... Et c'était en quelle année? 2014, je pense, 2013-2014. Ils viennent de lever 400 millions, ils recrutent quelqu'un pour piloter les acquisitions, et ce quelqu'un nous contacte et nous dit « Tiens les gars, j'aimerais vous rencontrer » et tout. Nous on se dit « Tiens, c'est quand même sérieux et tout ». Et on commence à discuter sur un potentiel rachat de Eventbrite par WizEvent. Nous, à ce moment-là, on veut pas vendre, mais bon, tu as un acteur qui est le leader mondial à ce moment-là, qui est en train de lever une fortune. Tu te dis, il faut quand même qu'on l'écoute. On a 30 ans. Tu dis, attends, je vais peut-être être le con qui a refusé de discuter avec la future plus grosse boîte mondiale de billetterie, qui est en train de devenir, à l'époque, c'était déjà une licorne et tout. Enfin, tu dis, t'es obligé de discuter. Donc, on mandate une banque d'affaires pour être un peu crédible, et on commence à discuter. La banque d'affaires, elle, son job, c'est de faire le deal, c'est de vendre ta boîte. Donc là, elle nous dit, bah, attendez, on fait un process. On ouvre et on essaie de trouver d'autres acquéreurs. Nous, on dit, non, on n'est pas à vendre, mais on écoute. Globalement, voilà, on se positionne un peu de façon attentiste.
Donc Eventbrite vient à la pêche aux infos, et puis dans le même temps, les gens, tu vois, ce patron de France Billet avec qui je discutais, je le recroise et je lui dis tiens, au fait, il y a Eventbrite qui nous regarde, ah moi je suis intéressé pour vous racheter, Vivendi est intéressé pour nous racheter avec Digitic, Lagardère qui avait racheté Billet Réduc est intéressé pour nous racheter, un concurrent hollandais est intéressé pour nous racheter, enfin bref. Et donc là, on se retrouve avec 4-5 marques d'intérêt, et là, il se passe quelque chose qui est humain, c'est que tu te dis, si je vends, je perds une forme de liberté, et qu'est-ce que j'ai en échange? J'ai de l'argent. Et là, tu es humain et tu dis, qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent? Et c'est une autre forme de liberté aussi, de te dire, tu te sécurises patrimonialement. Et puis là, tu te dis, tiens, ok, je peux me sécuriser, et puis qu'est-ce que je peux faire avec? Et donc, moi qui suis de Dijon, on en a parlé tout à l'heure avec le foot, j'ai vécu en maison, dans des très bonnes conditions quand j'étais gamin, tu vois, j'ai manqué de rien, et j'avais ce souhait à Paris, dans mon petit appart de 20 mètres carrés dans lequel j'étais très bien, de me dire, tiens, si un jour j'ai de l'argent, j'aimerais avoir une terrasse, je voudrais un extérieur. Et donc, je me mets à regarder sur belledemeure.com les apparts à Paris. Et quand tu fais ça, t'as déjà vendu. T'as intégré. Non, mais t'as déjà À vendu partir en du fait. moment où tu as fait la recherche sur le site Mais ouais. Et tu vois, aujourd'hui, maison, on rachète des concurrents mort, ouais. aujourd'hui, et je sais très bien que la psychologie d'un entrepreneur, ça joue. C'est-à-dire que le moment où tu commences à te dire qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent, c'est sûr. t'as déjà vendu. Donc moi, je commence à faire ce truc-là, regarder, me dire, putain, je pourrais m'acheter une baraque avec un appart, enfin une belle terrasse et tout. Et puis tu te dis aussi, putain, mais là, si je refuse ces montants-là, c'était quand même des montants assez ahurissants. Puis quand j'en parlais avec mes parents, ils hallucinaient. Enfin, tu vois, donc. Et surtout, tu te dis, et c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'au début de Louis Even, je m'étais dit que si je touchais un dixième de ça, c'était déjà extraordinaire. Et là, on te propose 10 fois le truc. Donc tu te dis, je peux pas le refuser. Donc ça avance comme ça. En réalité, Eventbrite était venu à la pêche aux infos, et je pense qu'on les a un peu fait flipper parce que ce côté pirate que j'évoquais tout à l'heure, ils se sont dit attention, ils vont pas être forcément simples à driver, donc ils se retirent du process. Il reste les autres. Les Hollandais, ça aurait été pour faire une sorte de... On serait devenu leur country manager européen, et eux, leur idée, c'était de créer un acteur européen pour le revendre à Eventbrite. Ce qu'ils ont fait ensuite. Mais on trouvait le truc pas très excitant. France Billet et la Fnac, on l'avait créé WizEvent en opposition à eux, en se disant les solutions traditionnelles sont pas adaptées, ils sont pas capables de faire ce qu'on veut, créons notre boîte. Et donc nous, quand on allait voir des clients, on leur disait non, ça c'est old school, bossez avec nous parce qu'on est mieux, ta. Donc c'était vous trahir un peu que Ouais, il envisageait de moi, faire ça, quoi. moi je disais à Seb, j'ai dit attends, mais on peut pas aller voir les équipes, leur annoncer qu'on a vendu, globalement qu'on a plié le genou, et que en gros c'était une rémission, quoi. Et Une alors, reddition, pardon. VP, il est arrivé comment là? Parce que Et donc ce process se passe comme ça. Lagardère, l'offre n'était pas intéressante, donc on n'aurait pas été avec eux. Vivendi se retire parce que Bolloré venait de racheter Vivendi et avait stoppé toutes les acquisitions. Il restait donc France Billet. Et là, la banque d'affaires nous redit, on ouvre le process. Et là, on dit, on va pas ouvrir le process, mais il y a peut-être un acteur, et ça c'est Seb qui lui dit, qui dit à la banque d'affaires, il y a peut-être un acteur avec qui on peut discuter. C'est vente privée. Pourquoi vente privée? Parce que c'est pas des gens qui font de la billetterie, donc ça sera pas un abandon de notre vision et on pourra la porter. Moi, je vais jamais apprendre à Grandjean à vendre des fringues, mais il va pas m'apprendre à vendre des billets. Tu vois, c'était garder une forme de liberté, on va dire de légitimité sur notre métier. 2 entrepreneurs, et tu vois, on avait été un peu échaudé par Bolloré, la vision très financière de en fait, je rachète et j'arrête les acquisitions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vraie vision business, que c'était juste du financier. Et se dire, on est avec des entrepreneurs à long terme, et puis tu vois, entrepreneurs un peu charismatiques, cocorico, enfin gros succès, et beaucoup de respect de nous pour ce qu'ils avaient fait. Donc les mecs nous inspiraient beaucoup, et par coup de bol, la banque d'affaires qu'on avait mandatée avait essayé de positionner le DG de l'époque de vente privée qui s'appelait Hervé Parisot sur un LBO qui n'avait pas eu lieu, mais ils avaient un lien particulier. Et donc quand on leur en parle, l'après-midi, la banque d'affaires appelle, et le lendemain, on a rendez-vous chez vente privée. avec Jacques-Antoine? Non, avec ses associés, on l'a vu à la fin, lui. Et d'ailleurs, il m'a posé une question qui est drôle. À la fin Jacques-Antoine Grandjean, qui est donc le PDG fondateur de Vente Privée, hein. Ouais. Toujours aujourd'hui. Et il me reçoit dans son bureau. Il a un bureau assez extraordinaire à Saint-Denis, dans son siège. Et je suis face à lui avec Sébastien. Et il nous pose une question qui m'a déstabilisé. Il dit, pourquoi vous vendez? Parce que pour lui, je l'ai su après, puis je l'ai deviné quand il a posé la question. Pour lui, quand tu vends ta boîte, t'es la deuxième division pour lui. T'as perdu, quoi. Ouais, ça veut dire que t'as pas une vision long terme, t'es dans le court terme, et puis moi, je lui avais blablaté un truc qui était un peu vrai, mais je le pensais, je lui avais dit, mais en fait, on n'arrête pas, c'est juste qu'on a besoin d'un appui plus fort pour aller plus loin, et on avait d'ailleurs dealé avec eux quelque chose de particulier, on avait dealé 2 choses qui sont pas communes.
La première, c'est que et c'est moi qui le voulais, je leur avais interdit le fait de pouvoir communiquer sur le fait qu'ils étaient majoritaires. C'était écrit, ils n'avaient pas le droit de communiquer dessus. C'est une première, ça. Ouais, Vous dire qu'un acheteur n'a pas le droit de se la Non. péter et d'avoir fait une acquisition. Ouais. C'est incroyable. Ouais, et d'ailleurs, un jour, un des managers de VP fait un article dans le Figaro dans lequel il le dit, et je l'avais appelé, j'avais gueulé dessus, j'avais gueulé sur les actionnaires de VP en disant mais c'est pas normal, c'est pas ce qui était écrit, tout, enfin, tu vois. Donc c'était écrit. Ça, c'est le premier truc fou. Et le deuxième, c'est que VP pouvait monter à 60%, nous à 40%, mais il pouvait pas racheter nos 40%, et on était collés. Les avocats nous ont dit mais les gars, vous êtes complètement bourrés, quoi, faut pas le faire. Et nous, on leur a dit non, on crée une vision de long terme. On vend, on sécurise une partie, mais nos 20% chacun, les 40%, on veut développer le truc à mort et on veut garder la main pour pouvoir le vendre dans le futur. La réalité, c'est que la relation avec eux s'est bien passée, que eux sont aussi un peu punk, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas forcé à être dans une logique d'intégration et tout. On a gardé notre autonomie de A à Z et on leur a empêché de créer des synergies. Tu vois, un jour, ils ont dit on voudrait installer, je sais plus, c'était SAP ou je sais plus quel logiciel. Dans tout le groupe, il faut que vous le fassiez. Moi, j'ai dit non, c'est mort, on le fera jamais, je veux pas en entendre parler, je paie pas des consultants pour faire ça. Puis d'ailleurs, ils ont arrêté le projet en cours de route. Mais le seul service mutualisé, c'est qu'on louait des locaux chez eux. Voilà, c'est tout. Et quand des gens de VP entraient dans le local, on les regardait comme si c'était des étrangers. On disait, vous faites quoi? C'est pas VP, non, c'est WizEvent, sortez. Mais Donc, non. on était un peu barjots. Ah ouais, vous avez ce qu'on appelle pris le beurre et l'argent du beurre, quoi. Mais parce que j'acceptais pas, quand je dis je me suis un peu menti, la réalité de tout ça, elle est psychologique. T'acceptais pas d'avoir perdu la majorité, J'acceptais quoi. pas d'avoir menti, j'ai menti à mes parents. J'ai dit non, on a le contrôle, tu vois, enfin, des trucs complètement fous. Ouais, je vois très bien ce que tu Pas veux dire. sur un mensonge grave, parce que j'étais pas en train de leur dire que, je sais pas, enfin, mais parce que j'arrivais pas à l'accepter. Moi, je l'acceptais pas non plus sur Bootstrap, hein, tu vois, le fait d'avoir monté une boîte à côté qui m'appartenait pas, c'était, alors que je la dirigeais, c'était insupportable pour moi. À la fin, c'est pour ça aussi que je suis parti. C'était trop douloureux pour moi. Et c'est douloureux pour plein d'entrepreneurs d'avoir perdu le contrôle, de pas pouvoir diriger ta direction. Tu vis ça presque comme une honte, en fait, souvent. Tu le vis un peu comme une honte. Tu te dis aussi que tu t'es mis dans une situation inextricable, dans lequel en fait, l'erreur initiale, une fois que l'erreur est faite, c'est un truc un peu sans retour. Et alors, on a eu la chance, et on va peut-être en parler, mais de pouvoir racheter 100% du capital et donc de réparer l'erreur fondamentale. Mais juste avant qu'on reparle de ce moment-là, parce qu'en effet, après leur tour, donc c'est intéressant qu'on parle de comment vous les avez rachetés. Mais c'était quoi leur intérêt à VP de vous acheter si vous ne pouvez pas communiquer là-dessus, si vous faisiez ce que vous vouliez? Enfin, tu vois, c'est quoi le but? Écoute, pour reverser des dividendes? Enfin, c'était quoi l'intérêt? Je pense. Alors, il y a deux choses. Vente privée, leur offre, leur valeur ajoutée, c'est d'aider ce qu'ils appellent leurs partenaires, qui sont les marques. Vente privée, c'est le partenaire des marques. Ils les aident à écouler leurs invendus. Et de fait, c'est des business partners, quoi. C'est vraiment leur mission et leur vision. Et Jacques-Antoine Granjon, c'est un amoureux des marques, c'est un amoureux des entrepreneurs qui ont monté ces boîtes. Et sa vision, c'est de les aider. Et nous, notre vision, c'était de faire la même chose pour les organisateurs. Lui, par de l'audience, sur un site internet, et nous, par une technologie. C'est là où il y avait une vraie différence, c'est que eux vendent de l'audience, nous on vendait une techno, ce qui est un peu différent. Mais la vision était d'être le partenaire, d'être aux côtés, de créer des succès, moi pour les organisateurs, lui pour les marques. Donc si tu veux, il y avait cette première adéquation. La deuxième, c'est que c'était une époque où vente privée était en pleine bourre, on va dire, et je pense qu'ils avaient une volonté, des velléités en tout cas, de se diversifier. Jacques-Antoine Granjon est un fan de culture, d'art, et donc a racheté des théâtres, a créé un pôle entertainment, et donc ça rentrait dans ce pôle entertainment avec ce parallèle. Et puis honnêtement, on avait des beaux chiffres, on avait une belle vision, et je pense qu'on a réussi à les séduire, et donc ils se sont dit, tiens, voilà, c'est une manière intelligente de rentrer dans le secteur. Ce que ça leur a apporté, ils ont fait une très belle culbute, c'est-à-dire qu'ils sont entrés 4 ans après, 2014, dans 6 ans après, ils sont sortis, ils font une très très belle culbute. Alors du coup, cette culbute, donc en fait, en gros, ce que je retiens, c'est que pour vous, c'était tellement douloureux, insupportable d'avoir perdu le capital que vous faisiez comme si c'était pas le cas, en fait. Vous vous comportiez un peu comme des cow-boys. Et donc, en 2020, pardon, vous avez du cash, vous vous endettez. En 2020, en fait, il y a deux trucs. C'est que quand on vend, on a 4 périodes de complément de prix liées au business plan. Et chaque business... Attends, tu peux redire cette chose? Ouais. Quand on vend quand vente privée entre au capital, on a des earn-out, des compléments de prix, qui sont basés sur le business plan, et on en a 4, un par année en fait, pendant 4 ans.
D'accord, donc en fait, En juste gros, ça veut dire que tous les, à chaque fois que vous passez un palier business, ils vous redonnent de en l'argent en fait, à la perso. fin de chaque année, si on Rachètent un truc. dépassait un certain taux de une certaine rentabilité, Mhm. ils nous reversaient des fonds. Ok, Et c'est une façon pour l'acheteur en fait de sécuriser sur le fait que tu es très investi sur la création de valeur bien sûr, bien future sûr. et sur le fait que ce qu'il a acheté en valait le prix. Et donc, chaque année, on a été au-dessus du business plan. Et donc chaque année, on a touché les compléments de prix et ils ont joué le jeu parce que c'est le grand jeu des fois de l'acheteur, c'est de dire ah bah non, de te faire des fausses fautes pour pas payer les trucs. Ils ont été ultra réglo. Donc ça, c'était pendant 4 ans. La 5e année, moi je leur dis les gars, on est rentable, j'aimerais qu'on distribue. Et ils nous disent bah non, on a des enjeux différents des vôtres, donc on distribue pas. J'ai ok. Distribuer des Des dividendes. dividendes, ouais. Et la 6e année, donc la 2e année de suite, je leur redemande et ils disent non. Et là je dis à Seb, écoute Seb, en fait, là on est collé. C'est-à-dire qu'on est en train de créer de la valeur, on crée de l'attraction, mais on n'a plus la main sur la distribution future de dividendes, on n'a pas la main sur notre sortie future, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un très beau trésor, mais on n'en a pas la clé. On peut pas vendre, on peut pas avoir la main, on n'est pas liquide, on est collé quoi. Et les avocats avaient raison. Et donc si tu veux ça, plus le fait que je vivais effectivement pas bien, et j'arrivais pas à me l'avouer, le fait que j'avais vendu et que j'étais plus libre, aussi libre que je le souhaitais, même si on l'était dans les faits opérationnellement, tout ça a fait que on commence à sentir les trois. Et en plus de ça, le manager qui était en charge de la participation était quelqu'un que que j'aimais pas, qui m'aimait pas, que je trouvais pas bon. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs et je trouve qu'il s'appropriait des choses dont il n'était pas du tout légitime parce que c'était nous qui avions créé la boîte. Et donc, quand j'entendais que dans des dîners à Paris, il racontait que WizEven c'était lui, moi, ça me rendait fou. Vraiment, ça me rendait dingo. Et, J'adore, c'est hyper honnête. et donc, tout ça mis bout à bout fait qu'à un moment donné, j'ai dit écoute, Seb, on avait un board, je crois que c'était en décembre. On en faisait franchement pas beaucoup, on en faisait un par an. Donc, il y avait, en fait, comme on délivrait, on avait un totem d'immunité et il nous foutait la paix. Et puis en plus, c'est une ancienne start-up, donc c'est pas comme un grand groupe qui est habitué à te mettre des process de ouf et tout. Donc eux, ça leur allait bien. On avait ce board en décembre et j'ai dit à Seb, je sais pas, il devait être 11h, je dis écoute, donc on avait préparé nos slides, marketing, chiffres et tout. J'ai dit viens, on leur fait une offre de rachat. Puis on commence à rigoler, puis en fait on fait une slide dans laquelle on dit voilà, on vous rachète les 60% pour tel prix, on leur a sorti un montant, mais je te jure, on l'avait sorti. Du Comme chapeau, ça. quoi. Ouais, Ouais. du chapeau, j'avais dit ouais, je pense que la boîte elle vaut ça, donc les 60% ça vaut tel prix pour l'avoir sorti. Et donc on arrive au board le lendemain, on raconte toute notre presse, et puis on arrive à cette slide-là et on leur raconte le truc. Là, les mecs sont un peu estomaqués, parce qu'ils se disent, bon... Enfin, tu vois, ce directeur est au courant de rien, enfin... Donc ils disent, ok, c'est une offre, on est obligé de revenir vers vous, c'est une belle offre, on revient vers vous et tout. Et puis on est en décembre 2019, et après, 2 mois après, on tombe dans le Covid. Et donc, avant qu'on tombe dans le Covid, ils étaient pas revenus vers nous. Là arrive le Covid, chacun essaie de, au début, sauver sa peau, entre guillemets, et son business. Et, et puis très vite, très vite, nous, notre activité tombe à zéro. C'est-à-dire que tout notre business s'écroule du jour au lendemain, parce que plus d'événements, plus d'interactions sociales et tout. Et donc, tu es dans une boîte qui a plus de business, qui avait beaucoup de trésorerie parce qu'on n'avait jamais distribué, qui était rentable, qui avait des bases ultra saines. Et donc, j'étais pas inquiet parce que je me dis, en fait, tous mes concurrents qui ont levé de l'argent qui sont pas rentables vont disparaître. Et donc, moi, je me dis, chic, chic, chic. Et là, l'État, qu'est-ce que fait l'État? L'État a dit, eh ben en fait, chômage partiel, et puis on va aider les business en leur redonnant une part de leurs revenus alors qu'ils sont fermés. Et donc là, je me dis, tous ceux qui devaient disparaître vont pouvoir se refaire la cerise. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va être offensif. Et donc, le cash qu'on avait, on va l'utiliser pour aller racheter des concurrents, notamment dans d'autres pays qui, eux, n'étaient pas aidés par l'État. Et tu vois, quand on dit l'État français a dépensé mal l'argent, oui et non, il a permis quand même de sécuriser des business et dans notre cas, de créer un leader européen. Et donc, les impôts qu'on repaye aujourd'hui viennent en partie... Et le fait que vous avez pu avoir un matelas de sécurité Exactement. grâce à notamment les prêts à taux zéro ou ce genre de choses, quoi, Ouais. ça vous a permis de racheter tous les concurrents qui avaient levé des fonds. Alors, on n'a pas racheté, on n'a pas fait de prêt à taux... Enfin, on a fait un prêt Covid, mais on l'a pas utilisé. Attends, Non, vous avez pu racheter des concurrents et racheter VP, On a fait les deux en parallèle, ouais. En C'est fait, dingo. l'opération est assez folle, c'est-à-dire que notre business tombe à 0 € de chiffre d'affaires, on est d'accord? Là, on commence à discuter, donc on est en février, on continue les discussions avec vente privée. Et pour se mettre d'accord, je mandate une banque comme mon partner pour faire la négo avec VP, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le prix. Donc on négocie de février jusqu'à août, et en août, on se met d'accord avec vente privée. Sauf que là,
on passe devant les banques parce qu'on voulait aller chercher de la dette. Vu que la boîte était rentable, il fallait qu'on aille chercher sur notre rentabilité de la dette, une sorte de LBO. Et pour ça, on passe devant les banques en comité en octobre. Sauf qu'en octobre, Macron, le vendredi, annonce le deuxième confinement. On passe le mardi en comité. Bon, les banques disent LBO, événementiel, Covid. Donc on se fait blackbouler. On n'arrive pas à lever ses fonds. Donc je retourne voir vente privée en disant voilà, le prix était trop élevé parce qu'on n'arrive pas à se financer, donc il faut baisser le prix. Donc on fait un nouveau round de négo. On négocie jusqu'en février. Donc 1 an de négo. Ouais, total. 1 an de négo complète. Ouais. Complète. Et honnêtement, Épuisant. ouais, c'était épuisant. Puis il y a eu des moments de rupture. Tu vois, il y a eu des moments où j'ai dit, ok, vous voulez pas vous mettre d'accord sur le prix. Et il y a eu un moment un peu ouf où j'ai envoyé un mail à Jacques-Antoine Grandjean où je dis, ok, moi j'arrête, je démissionne, c'est fini, vous récupérez, vous trouvez un manager, faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez de la boîte, mais moi je porte plus le truc. Et vous allez détruire de la valeur parce que c'est pas bon pour vous en termes d'image, parce que vous allez devoir racheter d'autres boîtes demain et vous aurez une mauvaise image, parce que je vais le faire savoir, parce que ça sera pas bon, parce que vous savez pas driver ce business comme moi je sais pas driver votre business. Et puis je lui ai mis un mail. Culotté. Et le mail à la fin, et d'ailleurs c'est marrant, faudrait que je te retrouve la phrase exacte. Mais à la fin, je conclus mon mail, qui était un long mail. J'ai passé l'après-midi à l'écrire, j'en avais même pas parlé avec Seb. Non. Et à 18h, j'envoie le mail et je pars marcher. Tu sais, t'avais pas le droit de sortir dans les rues, je m'en foutais. Je suis parti marcher. J'avais besoin de m'aérer l'esprit. Parce que je me suis dit, là, c'est qui tout double. Soit il me vire, c'est-à-dire qu'il accepte ma démission et je me casse. Soit j'ai réussi à renverser la table. Et dans le mail, à la fin, je lui ai mis un truc du type. Je lui ai raconté l'histoire de mon père qui sortait du tribunal de commerce parce qu'il avait réussi à sauver sa boîte après s'être battu pendant 2 ans pour essayer de la redresser. Et ça avait été dur pour lui, tu vois. Et mon père m'avait appelé en pleurs en me disant, ça y est, le tribunal de commerce vient de valider le redressement et tout, après 5 ans de redressement et tout. Et je lui raconte cette histoire à Grandjean pour lui dire, en fait, il y a des trucs plus importants dans la vie. Et j'avais conclu mon mail un peu en disant, et de toute façon, je suis un homme libre. Et les montants dont on parle sont délirants. Mais j'adore. Et il m'avait fait une très belle réponse, avec lui aussi des citations, des trucs et tout. Par mail. Ouais, par Vous mail. n'êtes pas appelé, quoi, c'est marrant. Ouais. Non, on s'est pas appelé. On n'était pas proches. On se croisait une fois par an. Et puis parfois, du coup, moi, ça permet de poser les choses. J'avais besoin de poser tout et j'avais besoin aussi de lui poser dans ce mail le fait que j'étais libre et qu'en fait là c'était moi qui avais décidé, c'était pas lui qui décidait, et que les 20% que j'avais qui valaient beaucoup d'argent, je préférais m'asseoir dessus pour retrouver ma liberté. Et tu vois, tout à l'heure tu m'as dit un peu la même chose aussi sur ton aventure. Et ce mail m'a fait très peur parce que je me disais, attends, mais j'ai créé cette boîte, c'est ma vie, ça fait 15 ans que je suis dedans ou 12 ans. Et là, ça se trouve, je vais tout perdre. Et en même temps, j'étais en parfaite adéquation avec moi-même. Et puis, ça m'a ramené à des choses qui sont plus importantes parce qu'en écrivant ce mail, j'ai raconté l'histoire de mon père sur ce truc-là. Et ça m'a ramené à des histoires, à des choses plus fortes pour moi. Tu vois, sur le club, là, tu me disais à quel moment tu t'es senti à poil et tout. Le club, ça fait 6 mois que je dors mal. Enfin, que j'ai mal dormi entre la reprise en juillet et février. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Mais j'étais ultra mal, je dormais mal, j'étais stressé et tout. Et ma mère m'a dit un truc qui m'a fait du bien. Et c'est ça aussi qui est important de revenir à la réalité. Ma mère m'a dit, il n'y a pas mort d'homme. Puis elle m'a dit ça, j'ai dit, mais en fait, c'est vrai, quoi. Clairement. Je vais pas mourir, je vais tuer personne, je vais peut-être bien, vautrer le en truc. bonne santé, Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en écrivant ce mail à Grandjean, en disant, et puis je suis quelqu'un de libre, je suis libre et je reprends ma liberté. Et j'avais laissé des portes d'ouverture, hein. C'était pas un mail où je disais, où je l'insultais, je disais, je me casse connard. Non. Je lui avais expliqué ce qu'on avait fait ensemble, le paradigme initial de notre deal, le respect d'entrepreneur que j'avais pour lui et ce qu'il nous avait dit quand il nous avait fait venir, qui était de dire, moi je respecte beaucoup les entrepreneurs, le fait qu'on avait délivré, qu'on avait créé de la valeur pour eux et que quoi qu'il en soit c'était une belle histoire, le fait que j'avais besoin de reprendre ma liberté comme lui l'avait et que ça il pouvait pas le nier, et que aujourd'hui j'étais arrivé à un point où si on trouvait pas de terrain d'entente j'allais partir et tout. Donc ce mail était assez ouf et donc j'envoie ce mail et tout. Et ouais, ça a renversé la table et puis ça a permis de ce qui a renversé la table aussi probablement, c'est que en fin de compte, dans tous ces process de banque d'affaires, c'est tellement, il y a tellement d'intermédiaires, tu vois, il y a tellement pas de communication entre les deux, finalement les 2 ou 3 personnes qui décident vraiment, c'est-à-dire en l'occurrence toi, ton associé Jacques-Antoine Grandjean, que évidemment il y a des incompréhensions. C'est comme si tu vois, tu voulais régler t'avais une difficulté de couple, chacun en parle à ses potes et puis les potes en parlent. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, faut en parler directement, quoi. T'as raison. Et en plus, ce qui est drôle, et là je parlais pas de chiffres. C'était pas une négo. En fait, je venais juste lui reparler de valeurs. Des valeurs, du lui fond dire, du sujet. Lui rappeler ce que je pensais qu'il était lui et ce que je respectais beaucoup chez lui. Lui rappeler ce qu'on avait fait. Enfin, tu vois, c'était. Et tu vois, c'est marrant parce que
quand je viens de t'en parler, alors que cette histoire de rachat de VP, je la raconte 20 fois, ça, je crois que je l'avais jamais raconté, et je l'avais oublié, même, ce mail. Là, j'étais en train de me dire, faut que j'aille le relire, parce qu'elle était fou. C'est Tu sais, c'est un incroyable. mail, j'ai passé 6 heures à l'écrire. C'est génial. À le relire, à Et il le n'y avait pas de truc. ChatGPT. Non, il n'y avait pas ChatGPT, et c'était beaucoup mieux que ChatGPT. Ouais. Franchement, j'étais content j'étais content, mais j'étais en adéquation avec ce que j'ai écrit. Et j'étais soulagé. C'est quoi, en fait, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, donc j'ai deux petites dernières questions. Finalement, avec tout ce qu'on s'est dit, c'est quoi être libre en tant qu'entrepreneur? C'est avoir le sentiment de l'être. Je crois que c'est le plus important d'être, parce qu'est-ce qu'on est réellement libre? On n'est pas libre. On a tous nos propres, notre propre caractère, nos propres caractéristiques, notre héritage familial, ce qu'on nous a appris en termes de valeurs. Donc on n'a pas une liberté complètement pure. Mais d'avoir le sentiment de l'être et d'être en adéquation avec soi-même, je crois que c'est ça, d'être libre. Et ça se décrète pas, ça se crée. Et je pense que c'est un truc où il faut... quand c'est une valeur cardinale, pour moi elle est cardinale, pour d'autres elle est peut-être moins, mais quand c'est une valeur importante, je pense qu'il faut jamais abandonner, jamais lâcher sur ça. Et ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien la définition qui dit la liberté, en particulier dans l'entrepreneuriat, c'est pas une liberté absolue, mais c'est celle de choisir son geôlier. Ouais, c'est ça. Tu peux T'as raison. tu peux choisir ton investisseur, tu peux choisir tes clients, tu peux choisir tes associés. Donc toi, Et quand quel geôlier t'as choisi, toi? Moi. Parce que quand t'es en plein contrôle, ton geôlier, c'est toi-même. Non, quel geôlier j'ai choisi? Si, on a tous un geôlier. En fait, quand tu crées une boîte et que tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'arrêtes pas? Pourquoi tu continues with Event? Bah, c'est-à-dire que j'ai un autre geôlier qui est finalement mon petit... Ton insatiabilité. mon petit pilote à l'intérieur qui a envie d'aller plus loin, qui a envie d'essayer de faire plus gros, qui a envie de... la valeur que j'aime dans le sport, c'est la compétition. Tu vois, le fait de... Ça s'arrête jamais, il y a toujours meilleur que toi. Donc c'est passionnant. Tu vois, j'aime pas les jeux où tu gagnes. J'aime bien les jeux où c'est toujours dur, où tu as toujours besoin de progresser, de te remettre en cause, parce que sinon c'est la fin du game. Et si c'est la fin du game, what's next, tu vois? Et dernière question que je pose à tous mes invités, c'est quoi être un bon leader selon toi avec tout ce qu'on s'est dit? Ah, j'ai pas la prétention de dire ce qu'est un bon leader. Après, ce que j'aime moi retrouver chez un leader et ce que j'essaie de donner, c'est l'exemple. C'est que si je demande à des gens d'avoir telle attitude, tel fonctionnement, je peux pas, moi, ne pas le faire. Et donc, dont j'en parlais tout à l'heure, voilà, c'est donner l'exemple, faire les choses avec eux, montrer que je suis avec eux dans la bataille, et puis je suis un ancien gardien de but de hand, donc et je trouve que ce poste est assez particulier et assez proche de ce qu'est un entrepreneur. C'est-à-dire d'être dans un collectif, mais dans un rôle très individuel, et avec beaucoup de responsabilités, où il faut aussi une forme de courage et où tu peux pas te cacher. Tu peux pas dire aujourd'hui je suis pas dans un bon match, c'est pas un bon jour et je vais faire des passes, pas faire d'efforts. T'es exposé. Et donc le rôle de l'entrepreneur, c'est celui-là, et je trouve que c'est c'est peut-être ça. Donner l'exemple. Magnifique. Écoute, je te remercie Pierre-Henri, c'était un super échange. Je souhaite de tout cœur que le FC Dijon, le DFCO aille en Ligue des Champions. Il faut viser grand. C'est gentil. Voilà, c'était une belle leçon de résilience et de liberté. Cool. Merci Mathieu. Super moment. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de À Poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.